Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la lecture de l'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. Alors la dernière fois, on a longuement parlé de la domination selon Philippe Petit. On s'est surtout focalisé sur les objections qu'on peut porter à la liberté comme non-domination, parce que même si elle se rapproche de la liberté négative, elle a des éléments de liberté positive qui peuvent la rendre intenable. On a vu que 5 questions découlent des objections qu'on peut lui adresser. Est-ce que les menaces non verbalisées sont des interférences? Est-ce que dire « vive la liberté » ça a le même sens que « vive la soumission à des lois non arbitraires » Qu'est-ce qu'on veut dire en fait par les intérêts profonds des gens? Et peut-on accepter un peu de domination pour plus de liberté? Donc ça, c'est les 4 premières questions qu'on a vues la dernière fois. Et on a dit que cette dernière vidéo sur le 3e chapitre, elle va traiter de la 5e question qui est « est-ce que asservir, persécuter et éliminer quelqu'un, c'est la même chose ?» Est-ce que dans les 3 cas, on peut parler de domination? La liberté comme non-domination de Petit a l'air de dire oui. Si on asservit quelqu'un, qu'on le persécute ou qu'on l'élimine, forcément on le domine. Mais d'autres penseurs comme Augien, ils vont penser que non. Et il faut faire en fait la distinction entre ces 3 notions parce que selon Augien, une seule correspond vraiment à la domination sur les 3. Prenons le cas des travailleurs étrangers sans papier. À quoi ressemble leur situation? Déjà, ils sont exploités par des employeurs qui profitent de leur situation précaire pour les payer le moins possible et les faire travailler dans des conditions atroces. De plus, ils sont persécutés par les agents de l'État, la police notamment, qui les traque, les harcèle, les humilie, les maltraite. Bref, on leur rend la vie impossible, s'ils ne sont pas tout simplement expulsés, et dans certains cas, des cas extrêmes, mais loin d'être rares dans certains endroits, ils sont éliminés. On a donc affaire à des gens qui subissent plusieurs maux de différentes natures, de l'exploitation, de l'asservissement, de la persécution, de l'expulsion et même de l'élimination. Mais ici, la question qui nous intéresse, c'est est-ce que ces maux sont vraiment différents ou sont-ils juste des modalités d'un seul mal qui est la domination? On peut déjà dire que pour le cas des employeurs, dans le cas des employeurs, il s'agit clairement d'une domination. La définition de la domination, c'est qu'on est soumis à la volonté d'autrui dans les aspects les plus importants de notre vie. Avoir un employeur qui nous exploite et qui nous asservit, ça rentre très bien dans la définition. Mais est-ce que c'est valable aussi pour les autres? Est-ce que être traqué et harcelé par la police, c'est une domination? Est-ce que l'élimination est une domination? Et selon Augien, il faut faire très attention avec le terme de domination, parce que, citation, « domination est un terme trop vaste, dans la mesure où il inclut des relations qu'il convient, à mon avis, de séparer conceptuellement. Asservissement, exploitation, persécution, expulsion, élimination. Je dirais parfois, plus brièvement, la servitude, la persécution et l'élimination. » Donc ce qu'il dit, c'est que servitude, persécution, élimination sont conceptuellement très différents pour qu'on les mette sous un seul terme si on veut être précis. Donc ils ne vont pas forcément être tous des formes de domination. Alors bien évidemment, il arrive souvent que les 3 s'entremêlent. Dans les génocides du XXe siècle, on a clairement les 3. Augien fait référence à l'Holocauste, où les Juifs ont d'abord été persécutés, harcelés, humiliés, dépouillés, et ensuite déportés dans des camps de concentration pour être exploités comme des esclaves. Et bien évidemment, ils étaient en même temps humiliés et harcelés, donc ils étaient en plus persécutés en même temps qu'ils étaient exploités dans ces camps. Et éventuellement, lorsqu'ils ne peuvent plus travailler, on les liquide physiquement sans la moindre pitié, c'est-à-dire qu'on les élimine. Les nazis les ont d'abord gazés, puis ils les ont brûlés. Alors ça ne veut pas dire que tous les génocides sont pareils, parce que vous avez des génocides où vous n'avez pas l'exploitation ou la persécution. Bien sûr, un génocide, c'est forcément de l'élimination. Mais vous pouvez avoir seulement de l'élimination, ou alors de l'élimination couplée avec soit de l'exploitation, soit de la persécution. Le cas de la Palestine, par exemple, est-ce que c'est un génocide qui regroupe les 3 caractéristiques? On peut dire que ça prend surtout l'aspect de l'extermination et la persécution. Mais est-ce que les Palestiniens sont exploités par les colons sionistes? Est-ce que les sionistes les font travailler sous leurs ordres? Les Palestiniens sont-ils réduits à de la servilité pour les sionistes? Dans le cas en fait des Juifs et des nazis, clairement, les camps de concentration nazis étaient avant tout des camps de travail forcé, bien sûr, où les nazis en fait utilisaient la force physique des prisonniers juifs pour leurs intérêts. Mais dans le cas de Gaza, qui est un camp de concentration, mais un camp qui n'est pas un camp de travail en fait, c'est plutôt un camp où les sionistes laissent mourir les Palestiniens en les privant en fait, en les affamant, en les privant en fait de ressources nécessaires pour vivre, en détruisant leur infrastructure, en faisant un blocus pour de l'aide humanitaire, etc. Le but d'Israël, c'est de se débarrasser des Palestiniens. C'est un nettoyage ethnique plutôt que de l'exploitation.
Alors on peut dire que l'exploitation peut prendre plusieurs formes. Déjà forcément, hein, il y a forcément des Palestiniens qui sont exploités dans le premier sens du terme, mais si tu exploites aussi la terre que quelqu'un d'autre a cultivée avant toi, donc oui, tu exploites son travail, ou du moins tu exploites ses ressources, tu exploites la terre que lui a travaillée et que toi, tu as volée. Donc on peut dire de façon générale, et d'ailleurs Augien il le dit, de façon générale, il semble qu'on ne puisse pas persécuter ou éliminer des individus ou des groupes sans les asservir d'une certaine façon. Et il semble aussi qu'asservir implique toujours une certaine mesure de persécution et d'élimination. Par ailleurs, dans une perspective kantienne, asservissement, persécution et élimination peuvent nous apparaître comme des modalités d'une même faute morale gravissime, traiter les personnes comme des objets ou les utiliser comme de simples moyens. Donc ça, c'est la fameuse maxime de Kant que vous trouverez dans le fondement de la métaphysique des mœurs. Il faut toujours traiter en fait quelqu'un comme une fin et jamais comme un moyen. On ne traite pas quelqu'un comme un outil pour arriver à nos propres fins à nous. Ici, c'est clair que dans l'exploitation ou la servitude, on utilise quelqu'un d'autre pour nos propres intérêts. J'exploite ta force physique ou tes ressources pour tirer profit, pour mes intérêts, tout en négligeant les tiens. Mais c'est pareil pour la persécution ou l'élimination. Si on se lance dans ces activités, même si la personne qu'on exécute ou qu'on persécute n'est pas forcément utilisée comme un moyen, son statut en tant que fin en soi n'est pas respecté. Si vous persécutez ou que vous éliminez un outil, on ne peut pas vraiment dire que vous considérez utiliser l'outil pour arriver à une fin, à moins que la fin en question est un état que vous désirez et qui ne peut être atteint que par l'élimination ou la persécution de cet outil. Mais ici, ce que Augien veut dire, c'est qu'il y a une intuition qui nous incite souvent à ramener ces actions sous un même terme. Pour persécuter ou éliminer une population, il faut aussi qu'il y ait son asservissement d'une façon ou d'une autre, et que l'asservissement implique aussi une certaine persécution et élimination. Les trois iraient donc toujours ensemble. Et ainsi, tout génocide est forcément aussi asservissement et persécution, en plus de l'élimination. Donc on peut réunir tous ces termes sous un seul mot, on peut dire que c'est de la domination, et puis voilà. Et petite parenthèse, il semble aussi qu'il y a un ordre à ces actions. D'abord, on asservit quelqu'un, et ensuite on le persécute, et ensuite on l'élimine. Mais on va voir que même cet ordre est en fait contestable. Mais déjà, en fait, commençons par la critique de mettre les trois sous le même terme de domination. Donc pour Augien, mettre les trois ensemble conduit à une confusion qui, selon lui, est due à une imprécision conceptuelle dans laquelle se trouve le terme de domination. Il écrit « Selon la théorie de la liberté comme non-domination, il pourrait ressortir que lorsqu'on harcèle quelqu'un ou lorsqu'on le déporte, on le domine en ce sens qu'on intervient dans ses choix de façon arbitraire, puisqu'on ne respecte pas ses intérêts profonds. De même, dans le cas de l'élimination physique, les intérêts profonds des personnes liquidées n'ont apparemment pas été respectés et une fois mortes, elles ne peuvent plus choisir grand-chose. » Donc on peut le comprendre de manière beaucoup plus simple. Comme on a défini la domination comme le fait d'avoir la capacité d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre contre sa volonté ou ses intérêts profonds, et pour réduire sa gamme de possibilités, lorsqu'on persécute ou lorsqu'on extermine quelqu'un, ça ressemble un peu à une capacité d'intervenir dans la vie d'une autre personne contre sa volonté et ses intérêts pour réduire sa gamme de choix. Donc par cette définition, il en suit que toute domination, c'est des mots qu'on inflige intentionnellement aux autres. Et Augien ajoute qu'ils soient acceptés ou pas. C'est-à-dire en fait qu'on accepte ces mots ou qu'on ne les accepte pas, il reste des dominations. Donc ça c'est encore en fait un clou dans le cercueil de la domination weberienne, puisque Weber il dit qu'on est dominé que lorsqu'on accepte ou lorsqu'on a consenti à la domination. On a déjà vu en quoi en fait c'est faux de limiter la domination qu'aux mots qu'on accepte. Donc on revient pas là-dessus. Mais voilà, la domination, ça voudrait, ça signifie des mots qu'on inflige aux autres. Persécution et élimination sont des mots qu'on inflige aux autres. Donc même si on n'a pas les trois en même temps, les trois restent des modalités de la domination. Alors certes, on peut dire que définir ainsi la domination, c'est-à-dire des mots qu'on inflige intentionnellement à autrui pour réduire ses possibilités, ça lui donne en fait une définition trop vaste. Selon Jean-Fabien Spitz, la domination ainsi définie, ça va nous conduire à des conclusions absurdes qu'on ne peut pas accepter. La conception de la domination de Petite, qui au fond, en fait, c'est ça, c'est des mots qu'on inflige aux autres, elle implique que, citation, « n'importe quel cas de conflit d'intérêts qui se termine à l'avantage d'une des parties serait un cas de domination de la partie gagnante ou de subordination de la partie perdante ». Donc ça, c'est dans la note de bas de page 36.
Et Spitz, il base ça sur un article, il dit ça en fait dans un article qui s'appelle « Moins de domination, plus de liberté, réponse à Philippe Petite ». Et dans cet article, Spitz, il dit que la non-domination, c'est utopique, parce que on ne peut pas vivre en fait sans jamais infliger de maux, même intentionnels, à autrui, ou sans être vulnérable à des maux nous aussi. Alors, maux, hein, c'est M-A-U-X, hein, bien sûr, c'est pas M-O-T. Voilà, juste pour préciser. Donc, selon lui, des maux, ça veut dire des torts, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Donc, selon lui, chaque fois que je sélectionne, en fait, selon Spitz, chaque fois que je sélectionne une option parmi ce qui est légalement possible, je dois m'attendre à ce que mon choix ne va pas plaire à tout le monde. Et parmi ce monde-là, forcément, il y en aura qui prendront des contre-mesures ou qui vont me mettre une pression pour me faire changer d'avis et abandonner cette option. Bien évidemment, toutes ces mesures doivent être légales. On parle que de ça, on parle de mesures qui sont légales. En gros, il y a toujours des conséquences qui peuvent être désavantageuses, et la réaction des gens figure parmi les conséquences. Et c'est quelque chose que je dois prendre en considération. Il y aura des cas où c'est fort probable, considérant la nature et la probabilité de ces conséquences désavantageuses, que je renonce à mon choix initial. Spitz, il donne 2 exemples. Dans le cas de la liberté d'expression, imagine tu veux écrire un article dans un journal et cet article il est critique de l'État. Tu ne vas pas publier ça dans un journal qui est pro-État. Mais si tu n'as accès qu'à ce journal-là, on peut dire que tu vas devoir rester fidèle à une ligne qui n'est pas forcément la tienne si tu veux publier des articles. Le deuxième exemple, c'est imagine tu es un universitaire. Tu fais partie d'un comité qui va bientôt élire un nouveau prof et il y a 2 candidats, X et Y. Toi, tu trouves que le candidat Y est mieux, il est mieux parce qu'il est mieux qualifié pour le poste proposé. Mais la différence entre les qualifications entre X et Y n'est pas très grande, quoi. Cependant, tu sais que le directeur de ton département, lui, il préfère X, et qu'il sait en plus qui c'est qui va voter qui, et qu'en plus, c'est-à-dire, il a accès au vote, c'est pas un vote qui est anonyme, et qu'en plus, tu comptes demander à ton directeur un congé sabbatique bientôt, et tu n'as pas envie de gâcher cette opportunité. Donc tu te dis que s'il découvre que c'est toi que toi tu n'as pas voté en fait pour son candidat, il peut refuser ta demande. Et donc tu choisis de voter pour le candidat X, qui a les faveurs du directeur. Donc dans les 2 cas, dans les 2 exemples, est-ce qu'on doit en conclure que je ne suis pas libre? Est-ce que je suis dominé dans ces exemples-là? C'est pourtant des mots qui m'ont été infligés dans la définition de petite. Je suis sous une certaine domination, là non. Il y a des volontés qui réduisent mes options. Donc selon Spitz, ce n'est pas certain, parce que pour lui, l'essence même d'une interaction sociale, c'est d'être en permanence là à calculer les avantages et les inconvénients de nos actions et que nous choisissons en fait les actions qui nous paraissent les plus avantageuses que les autres. Sans la possibilité d'une interférence d'autrui, sans la possibilité en fait de m'infliger ces maux, et bien évidemment, tout ça, en fait, ça va dépendre de quel mot on parle. Mais sans cette possibilité, mes choix n'auraient aucune valeur selon Spitz. Sans le risque de perdre mes choix, des choix dans ma gamme, mes choix ne valent rien. Et en plus, c'est complètement utopique de vouloir vivre dans un monde où personne ne représente une menace pour mes choix. Mais selon Augien, Spitz en fait a mal compris petite. Parce que petite en fait n'inclut que les mots injustes. Les mots mentionnés par Spitz, on peut dire en fait qu'ils sont justifiés d'une certaine manière. Si des mots résultent d'une concurrence dans les règles, par exemple, ils ne sont pas forcément injustes. Donc si on doit ajuster la définition de domination, ça ne concerne que des mots injustes qu'on inflige intentionnellement aux autres, qu'ils soient acceptés ou pas. C'est quand on réduit injustement la gamme des choix. Et les mots injustes sont les 3 familles d'actions qu'on a mentionnées au début. Exploiter, manipuler, assujettir, asservir, pourchasser, harceler, humilier, troisièmement, expulser, éliminer. Mais reste encore à déterminer si ces 3 familles d'actions, la servitude, la persécution et l'élimination, sont des formes de domination. Donc même si on réduit en fait les mots qui nous intéressent ici aux mots injustes, ça ne veut pas dire que tous les mots injustes sont une domination. On dirait en fait que Petite veut défendre l'idée que tout mal injuste est une domination. Or pour Augien, en fait, il n'y a que la première famille qui correspond à la domination, alors que les autres non. Comme il dit, citation, « Personnellement, je crois qu'il vaut mieux réserver le terme domination pour qualifier la première famille d'actions seulement.
parler de persécution pour la deuxième et d'élimination pour la troisième. Donc dans la note de bas de page 37, c'est une référence à Léo Strauss, qui dit que la persécution peut aller de l'ostracisme social le moins sévère à la cruauté de l'Inquisition espagnole. C'est dans la troisième partie de son essai, La persécution et l'art d'écrire. D'ailleurs, qu'on a déjà mentionné. On a déjà mentionné cet essai dans l'introduction. Bref, pour Augier, en fait, voilà ce qu'il dit. En fait, il y a seulement que la première catégorie, la première famille, c'est-à-dire en fait l'exploitation, la manipulation, l'assujettissement, l'asservissement, ça en fait ça correspond à de la domination. Mais pourchasser, harceler, humilier, ça c'est de la persécution, et expulser, éliminer, ça c'est de l'extermination, ou plutôt de l'élimination. Et donc pourquoi est-ce qu'il pense ça? Selon lui, si on doit trouver un synonyme au verbe dominer, dans le contexte de la liberté comme non-domination, c'est contrôler. Dominer quelqu'un, c'est contrôler la gamme de possibilités à sa disposition de manière intentionnelle et injuste. Sauf que comme il dit, or, ceux qu'on expulse ou qu'on élimine physiquement échappent d'une certaine façon à notre contrôle. Ils cessent de pouvoir être exploités à notre avantage. Nous perdons la possibilité de nous approprier les différents produits de leur présence. C'est ce qu'on fait généralement remarquer à ceux qui voudraient bêtement tuer une poule aux œufs d'or. Donc comme dans le cas en fait de la poule aux œufs d'or, si tu la contrôles, tu as en fait tout le temps de l'or en fait. Sauf que quand tu la tues, tu ne peux plus l'exploiter. Tu n'as plus aucun pouvoir sur elle en termes de contrôle et tu ne peux plus extraire ton intérêt de son labeur. Pareil pour les cas de génocide. Si vous vous mettez à tuer une population en masse, au lieu de la réduire à de l'esclavage, c'est comme tuer une poule aux œufs d'or. Donc, si une poule aux œufs d'or. Je dis poule aux œufs d'or, non. Si on veut en fait exterminer une population, Augier ne considère pas ça comme un contrôle, parce qu'un contrôle implique un certain fardeau pour celui qui contrôle. L'extermination, c'est plus une tentative de se débarrasser de ce fardeau. Quand on extermine ou qu'on déporte et qu'on chasse quelqu'un, donc on ne veut plus, on ne veut pas en fait avoir à contrôler ce qu'on extermine et ce qu'on déporte en fait. Là, Augier est d'accord avec Petite qui limite la domination à l'assujettissement. C'est-à-dire qu'on domine, c'est-à-dire en fait on assujettit. Mais Petite étant en fait il étend en fait l'assujettissement à l'élimination et à la persécution. Plus précisément, assujettir quelqu'un, c'est le garder sous la main pour l'exploiter. Ce n'est pas le déporter sans espoir de retour ou le jeter dans une fosse commune pour s'en débarrasser. Sauf que là, on peut dire que ça marche pour distinguer la domination de l'élimination. Mais en quoi la persécution ne correspond pas aussi à garder sous la main quelqu'un? Ok, quand on persécute, on ne cherche pas forcément à exploiter, sauf si la persécution permet de garder la personne dans un état de peur pour qu'elle se laisse faire exploiter. Mais tout de même, on peut y voir une forme de contrôle, non? Elle serait aussi une domination. Du coup, il y aurait deux catégories. Il y a la première et la deuxième, domination et persécution, et puis il y a la troisième catégorie qui, elle, c'est l'extermination qu'on sépare en fait des deux autres. Et Augier le dit, il faudrait donc distinguer d'une part la domination et la persécution, qui sont toutes les deux des formes de contrôle moralement inacceptables d'individus ou de populations, et d'autre part l'élimination, qui consiste à se débarrasser des charges du contrôle de ces individus et populations sans raison moralement valable. Sauf qu'il dit aussi que ce qu'il y a de commun entre domination et persécution, c'est qu'ils sont toutes les deux des formes de contrôle moralement inacceptables parce qu'on ne peut pas les justifier. Aucun argument en faveur de la persécution d'une personne ou d'une population, comme avec la domination, ne peut avoir comme conclusion c'est justifié sans être fallacieux. Il n'existe donc pas de domination ou de persécution qui soit juste ou bonne. Mais à part ce côté immoral, les deux notions ont des différences fondamentales qui font qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Et c'est avec ça qu'on va commencer. On va parler maintenant de domination et de persécution. C'est quoi la différence? Alors, en quoi consistent ces différences? On voit les différences dans 5 types de cas que Augier donne. Pour Augier, on a clairement des cas où il y a une domination sans persécution et des persécutions sans domination. Donc, premier cas.
C'est lorsqu'on est l'esclave d'un maître paresseux ou négligent ou bienveillant. Il ne nous humilie pas, il ne nous harcèle pas, il ne nous fait aucun mal physiquement. Donc, dans ce cas, on est dominé, mais on n'est pas persécuté par ce maître. Domination sans persécution. Par contre, le deuxième cas, le cas des protestants, il est différent selon Ogien. Les protestants ont été persécutés. Lors des guerres de religion, ils ont été systématiquement traqués, torturés, harcelés, battus, chassés, même massacrés, toujours dans le but qu'ils se reconvertissent au catholicisme. Mais ils n'ont pas été asservis ou exploités. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a une persécution, mais sans domination. C'est également le même pour plusieurs opposants politiques ou militants des droits de l'homme dans de nombreux pays. À l'époque où Ogien écrit le livre, il mentionne la Chine et la Russie, mais voilà, c'est pas les exemples qui manquent. On peut aussi ajouter les artistes indépendants ou les petits entrepreneurs qui vivent illégalement dans certains pays. Dans un pays étranger par exemple. On fait tout en fait pour les empêcher de travailler ou de s'exprimer. Ils sont soumis à des contrôles plus fréquents et plus inhumains que d'autres personnes, etc. Bref, si vous avez en fait des agents qui vous rendent la vie impossible pour vos opinions religieuses, politiques ou artistiques, si on vous traque, qu'on vous menace, qu'on vous frappe, qu'on vous humilie, même qu'on vous torture, qu'on vous terrorise tout le temps, qu'on vous empêche d'avoir des opportunités décentes sous prétexte que vous êtes en situation précaire ou irrégulière, etc., vous êtes persécuté. En revanche, vous n'êtes pas asservi ou exploité. Il se peut d'ailleurs, comme le souligne Ogien, que si on vous persécute, ça peut être dû à un refus de votre part de vous laisser asservir. La persécution peut être aussi un signe d'un refus de la domination. Ceux qui se révoltent ou se rebellent sont toujours persécutés, mais ça ne signifie pas qu'ils sont dominés. Plutôt, ils refusent d'être dominés. Donc, on ne peut pas vraiment dire que domination et persécution, c'est la même chose. Quand on veut faire taire des journalistes, par exemple, on les persécute, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont exploités, ou qu'ils sont des serviteurs dociles ou des esclaves. Certes, il y a des liens entre la persécution et la domination, comme on le voit dans le troisième cas. Ici, par exemple, Ogien il parle de la xénophobie, racisme, sexisme, homophobie, antisémisme, etc., et de l'harcèlement moral des assistés pour qu'ils retrouvent du travail et qu'on arrête de leur payer leur chômage ou leurs allocs. Donc, dans ces cas, on peut y voir une exploitation aussi, surtout le racisme, puisque l'esclavage a souvent été fondé sur des idéologies racistes. On se dit que si on persécute ces gens, c'est parce qu'ils ont été asservis et exploités pendant longtemps. Et avec les assistés, il y en a qui racontent, ceux qui sont contre la sécurité sociale, souvent les patrons ou des bourgeois, des petits bourges racistes qui croient que tous les assistés c'est des étrangers ou des profiteurs feignants, ils disent que déjà les assistés sont dépendants de l'État. Okay, c'est les libertardés là par exemple qui se passent pour des sauveurs, des libérateurs qui sont là à te dire faut pas dépendre de l'État et tu dois aller travailler et être l'esclave d'un patron parce que l'État va t'asservir et en plus c'est moi qui paye tes allocs. Me demandez pas de vous expliquer comment fonctionne un libertardé, mais il y a l'idée que d'un côté, un assisté, c'est quelqu'un qui est asservi par l'État, et de l'autre, c'est un parasite, et on se met à les harceler, et souvent avec le soutien de l'État. Donc, quand vous avez des libertardés néolibéraux au pouvoir, oui, on va faire la misère aux assistés pour ne plus les prendre en charge, quoi. Mais le discours, qu'on présente ici, c'est si tu ne te sors pas les doigts du cul, tu finiras dominé par l'État. Et donc, quand on te rend la vie dure par des persécutions, c'est pour ton bien finalement, c'est pour que tu te bouges le cul. Bref, ce qu'on veut ici dire, c'est deux choses. Des persécutions, peuvent conduire à de la servitude. La population qu'on réduit à de l'esclavage, c'est des populations qui sont déjà vulnérables. Ils sont déjà probablement... systématiquement persécutés, ou alors c'est après par exemple une guerre ou bien une invasion, quoi. Ou alors la domination conduit à de la persécution. Si on harcèle des gens, c'est parce ils sont déjà dans un statut de domination, donc quand on persécute quelqu'un, quel que soit le type de la persécution, on favorise un asservissement. Et quand tu asservis, tu favorises une persécution, quoi. Donc tu as déjà une population vulnérable par des décennies de persécution, et c'est plus facile d'en faire des esclaves qu'une population qui a rarement connu de persécution. Et une population qui est dominée va moins bien se défendre contre la persécution. Donc,
on trouve des liens qui semblent fondamentaux entre asservissement et persécution. Bien sûr, la persécution raciste, antisémite, homophobe, xénophobe, le harcèlement des assistés peuvent conduire à l'asservissement. Bien sûr, pour persécuter, il faut employer la mesure et la force, exercer de puissantes contraintes, limiter des choix. Mais là, on dit juste qu'un des chemins de la persécution conduit à de l'asservissement. Et vice-versa, que l'asservissement peut conduire à de la persécution. On ne dit pas en fait que toute persécution conduit à de l'asservissement ou l'inverse. L'asservissement ne conduit pas non plus forcément à de la persécution. Donc la persécution ni induit, ni présuppose la domination et vice-versa. Donc ceux qui persécutent ou qui organisent une persécution n'ont pas forcément l'intention d'arriver à une domination ou à un état d'exploitation de leur cible. Et ça ne signifie pas non plus qu'ils utilisent en fait des méthodes de persécution similaires aux méthodes de domination. Donc oui, en fait, persécution, racisme, sexisme, homophobie, antisémitisme, harcèlement des assistés, etc., peut favoriser une domination. Mais ça ne veut pas dire que les deux sont confondus ou que c'est toujours vrai. D'ailleurs, le cas où la domination conduirait à une persécution, on peut le voir avec le prochain cas, que c'est intenable aussi. C'est dans les cas où les dominés consentent à leur domination. Si la persécution vise un état de servitude, comme on a dit, alors si les dominés acceptent la servitude, s'ils se rendent, la persécution n'a plus besoin d'être, n'a plus raison d'être. Quand les dominés consentent à leur domination, il n'y a plus aucune raison de les persécuter. Le consentement à la domination rend la persécution inutile ou contre-productive. Alors ici, il ne faut pas oublier, Augien parle de relation du consentement avec la persécution. Le consentement rend inutile ou contre-productif la persécution. Il annule en fait la persécution, mais il n'annule pas la domination. En fait, on n'est pas en train de dire que lorsque les dominés consentent, ça annule la domination. On a d'ailleurs critiqué cette manière de voir les choses. Augien le rappelle d'ailleurs dans la note 38, en montrant en quoi le raisonnement qui veut annuler une domination par le consentement, il est fallacieux en fait. Il dit « Il ne s'ensuit pas que le consentement à la domination annule la domination. » Berlin avait raison de faire remarquer que si la liberté consiste seulement à ce qu'aucun de nos désirs ne soit entravé, il suffirait de renoncer à nos désirs pour être libre. Ce serait la même erreur de raisonnement qui nous ferait penser que si être libre revient à ne pas être dominé sans son consentement, il suffirait de consentir à la domination pour ne plus être dominé. Donc on se rappelle de cette critique qu'on a donnée à la liberté négative dans son sens le plus simple, c'est-à-dire absence de frustration de désir. Si c'est ça en fait la liberté, alors il suffit de ne pas avoir de désir. On ne peut pas en fait nous retirer notre liberté si on n'a pas de désir. C'est genre un peu l'astuce en fait du même avec le Renoir, tu vois, genre celui qui dit celui qui te donne une astuce mais qui est complètement débile en fait. Donc on applique le même principe ici. Personne ne peut te dominer si tu consens à ta domination. Bah, bien évidemment non, le consentement n'a pas un pouvoir magique d'annuler un ordre qu'on a dit qui est objectif. La domination, c'est d'abord un rapport de force qui est objectif, même si toi, tu ne le vis pas comme une domination. Bref, le consentement en fait rend inutile la persécution, mais pas la domination. On ne peut pas dire en fait on m'a persécuté alors que j'ai consenti à la persécution. Alors qu'on peut dire que je suis dominé même si j'ai consenti à ma domination. Si on me persécute avec mon consentement, là oui, ce n'est plus une persécution. Donc on peut dire que la persécution repose sur un ordre subjectif. Alors que si on me domine, même avec mon consentement, ça reste une domination. Donc la domination repose sur un ordre objectif, alors que la persécution, elle, repose sur un ordre subjectif. Et ainsi, si on commence avec une domination consentie, plus la peine de se faire chier à persécuter, parce que là, le rôle de la persécution, c'est juste de faire revenir ceux qui commencent à se rebeller dans les rangs. Donc lorsqu'on arrête de consentir à la domination, là ça peut conduire à de la persécution, mais ça ne veut pas dire que la persécution est un élément essentiel de la domination. On arrive ainsi à la dernière différence entre persécution et domination. Celle-ci en fait concerne l'action de l'État. Selon Augien, la domination est à la fois le fait de l'État et des gens. L'État peut me dominer. Il peut intervenir de manière arbitraire dans mes choix. Il a la possibilité de me contrôler. Mais l'action de dominer peut être aussi celle de tout le monde, pas uniquement de l'État.
Un patron domine son employé, le mari il peut dominer sa femme, le maître il peut dominer un esclave, et ainsi de suite. La domination n'est pas une action réservée uniquement à l'État. En revanche, selon Augien, la persécution c'est différent. Seul l'État peut te persécuter. Alors bien sûr, ici, la persécution prend la forme d'actions organisées vers une cible, soit une personne ou un groupe de personnes. Si tu te fais harceler par quelqu'un à l'école ou au travail, si un groupe d'individus privés harcèle un autre groupe d'individus ou un groupe... un autre individu ou un groupe d'individus, il l'humilie, le menace, le frappe, etc., ce n'est pas considéré comme de la persécution, mais comme dit Augien, des délits ou des crimes de séquestration, de discrimination, de meurtre, quoi. Il reste des mots injustes et des interférences arbitraires. Donc elles ne sont pas en fait, négligées. Okay, elles restent une entrave à la liberté. Mais ils ne sont ni une domination ni une persécution. Dans le cas de la persécution, Augien dit que c'est uniquement réservé à l'État. Il dit « Nulle personne privée ne peut, par sa propre initiative, déchoir quelqu'un de sa citoyenneté, lui refuser l'accès au territoire national ou le priver des droits élémentaires de circuler, de s'exprimer ou de s'asseoir. Nulle personne privée ne peut, de sa propre initiative, emprisonner quelqu'un, l'expulser ou l'exécuter. Les qualifications d'emprisonnement, d'expulsion ou de peine de mort ne valent que pour les actions de l'État. » Donc voilà en fait les 5 formes entre domination et les 5 différences entre domination et persécution. Il y a des cas où on est dominé sans être persécuté, et des cas où on est persécuté sans être dominé. Si la persécution mène à la domination, ce n'est pas une règle universelle. Le consentement annule la persécution, mais n'annule pas la domination. Et finalement, la domination est une action que l'État et les gens peuvent faire, alors que la persécution revient uniquement à l'État. Alors, pas sûr si je vous ai convaincu par ce dernier point, Augien ne donne pas vraiment d'arguments pour ça, à part il se contente juste de nommer les actions différemment quand c'est l'État et quand c'est les individus privés. Quand c'est l'État qui le fait, c'est de la persécution, mais quand en fait c'est un individu qui te harcèle, c'est un délit en fait, c'est pas de la persécution. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai pas vraiment compris pourquoi, à part juste en fait une différence dans les termes choisis, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais en tout cas, voilà, lui, c'est comme ça qu'il présente les choses. La persécution, c'est seulement l'État qui peut le faire, c'est pas en fait des gens privés qui peuvent persécuter d'autres personnes. Sinon, Augien rappelle aussi un autre point important concernant la persécution. Comme avec la domination, il n'implique pas non plus d'élimination. On a dit en fait que la domination et la persécution, c'est des formes de contrôle, mais différents en ceci qu'une seule vise l'exploitation ou l'asservissement de la victime. Le contrôle en fait de la persécution, c'est autre chose. Il vise soit une terreur pour empêcher qu'un individu commette certaines actions. Donc ça limite les possibilités, mais pas pour exploiter cette personne. Dans le cas de la censure, on limite en fait les actions, mais pas parce qu'on veut extraire un bénéfice de la part de la victime. Si un État juge que ce que tu dis peut inciter des gens à se révolter, il peut te persécuter pour que tu la fermes, mais pas pour qu'il t'exploite. Et on a dit aussi, avec l'exemple des protestants, la persécution vise en fait une conversion. On peut demander par persécution que la victime adopte une certaine idéologie, une certaine ligne politique, ou une certaine croyance et conduite. Pas forcément que la victime se laisse exploiter. Elle peut viser le contrôle par la terreur ou la conversion, c'est-à-dire non pas l'élimination, mais la transformation politique, culturelle ou religieuse des personnes. Donc, quand on persécute, on n'élimine pas forcément où on cherche en fait, pas forcément où on cherche à se débarrasser des personnes en fait. Les cas des inquisitions aussi, c'est un exemple. L'inquisition espagnole visait des conversions des Arabes et des Juifs au christianisme plutôt que des musulmans plutôt, des musulmans et des Juifs au christianisme plutôt que leur élimination. Même si ça a abouti à l'élimination d'un pourcentage non négligeable. On peut penser aux apostats et aux athées qui sont pourchassés et harcelés pour se convertir. La torture et la persécution que ces individus subissent visent à les garder plutôt que s'en débarrasser en fait. La mise à mort est d'ailleurs dans ces cas-là une espèce de dernier recours et qui constitue souvent en une tentative de donner un exemple pour que les autres se convertissent. Donc pareil, persécution n'implique pas forcément domination. Pour toutes ces raisons, Augien affirme qu'on peut conclure qu'il y a une distinction à faire entre les 3 termes, domination, persécution et élimination, qu'on peut en fait résumer dans les 3 points suivants.
La domination n'implique ni persécution ni l'élimination. La persécution ne présuppose pas la domination et n'implique pas l'élimination. Et troisièmement, l'élimination n'est pas une suite logique à la domination et à la persécution. Donc on peut rajouter aussi que la persécution n'implique pas de domination si, pas juste qu'elle ne la présuppose pas. En fait, puisqu'il n'y a pas de suite logique entre les trois notions, peu importe en fait le sens ou l'ordre avec lequel on commence, ces trois notions sont conceptuellement différentes. Il n'y a pas de suite logique dans le sens de nécessaire en fait. Bien sûr, dans les cas historiques, on peut trouver des liens logiques. Dans l'Holocauste ou dans les traites négrières, historiquement, on peut voir une logique entre domination, persécution et élimination. Mais ça ne veut pas dire que ces liens logiques, historiquement parlant, étaient nécessaires. Ils sont plutôt contingents. Donc on ne doit pas les mettre sous le même ensemble, en fait. Voilà pour les 5 questions en fait, qu'on a relevées dans les objections à la liberté comme non-domination. Okay, maintenant, on va voir un petit peu les... Alors, les 5 questions qu'on a vues la semaine dernière et qu'on vient de terminer aujourd'hui, elles sont toutes légitimes en fait. Effectivement, elles sont des objections à la liberté comme non-domination et montrent très bien ses limites. La liberté comme non-domination implique que les menaces ou les chantages non verbalisés sont des entraves à la liberté parce qu'elles ont des conséquences sur la santé mentale des gens et elles violent le statut inviolable de non-dominé. On a vu que ces 2 justifications sont fallacieuses. La liberté comme non-domination implique qu'être libre, c'est être dominé, c'est être soumis en fait à des lois non arbitraires. Et on a vu en fait qu'avec l'exemple des slogans « Vive la liberté » et « Vive la soumission à des lois arbitraires », que c'est pas le cas, que les 2 slogans n'ont absolument pas le même sens. On a vu troisièmement que la liberté comme non-domination implique une interférence qui correspond aux intérêts profonds des gens et non arbitraire et donc n'est pas une domination. Et on a vu le bordel que c'est en fait d'essayer de répondre à la question c'est quoi ces intérêts profonds des gens. Donc il y a un risque de paternalisme et de gaslight qui est trop élevé. Quatrièmement, la liberté comme non-domination implique qu'on peut accepter un peu de domination si ça peut maximiser la quantité de non-domination. Un peu de non-liberté pour plus de liberté. Donc elle est conséquentialiste. Et on a vu que ça nous oblige en fait à accepter un monisme des valeurs et un universalisme qu'on est en droit de contester. Et là, on a vu que la liberté comme non-domination implique que asservissement, persécution et élimination correspondent toutes à de la domination. Et on a vu qu'en réalité, il n'y a que le premier terme qu'on peut appeler domination. Il n'y a que l'asservissement qui correspond à de la domination. Donc voilà en fait les 5 problèmes de la liberté comme non-domination selon Petit. Ils consistent tous en des concessions faites à de la liberté positive parce que la liberté comme non-domination cherche finalement elle prétend en fait vouloir sauver la liberté négative, mais au final, elle fait des concessions avec la liberté positive. La liberté négative, en fait, qui limite l'entrave à la liberté à l'interférence, n'est pas vraiment tenable non plus. Mais il semble que toute tentative de dépasser cette difficulté fait basculer la liberté négative dans la liberté positive. Et donc ainsi, la liberté comme non-domination, c'est comme un moyen de... un moyen de prendre ce qu'il y a dans la liberté positive et qui peut en fait résoudre des problèmes dans la liberté négative sans perdre la liberté négative. C'est genre en fait une liberté négative avec des éléments de liberté positive sans que ces positions n'altèrent le cœur de la liberté négative. En gros, la liberté comme non-domination se veut compatible avec la liberté négative ou amender ses faiblesses sans que ce soit une liberté positive et donc du coup elle va juste prendre quelques éléments de la liberté positive et la mettre dans la liberté négative en espérant que ça ne va pas en fait transformer la liberté négative en positive. Petit en fait le dit lui-même dans un essai qu'il a coécrit avec Frank Lovett et que j'incite dans la note de bas de page 40, selon le point de vue républicain, pour être libre, il suffit de ne pas être soumis à la domination. Il n'est nullement exigé d'être maître de soi-même. Il semble en résulter que les néo-républicains défendent une conception négative de la liberté, ce qui est vrai lorsque cette dernière expression est prise dans un sens peu défini. Le point de vue républicain est négatif en ce sens qu'il caractérise la liberté par l'absence de quelque chose, en l'occurrence de la domination. Donc, l'essai s'appelle Neo-Republicanism, a Normative and Institutional Research Program. Donc, c'est ce que la liberté comme non-domination cherche à faire. Elle veut réhabiliter, enrichir la liberté négative, mais est-ce qu'elle a réussi? Est-ce que les concessions qu'elle accorde à la liberté positive, est-ce que ces concessions fonctionnent?
Ben, on a vu que non. Même si elles ne font pas en fait basculer la liberté comme non-domination complètement dans le camp de la liberté positive, et qu'essentiellement en fait ils maintiennent que la liberté comme non-domination reste une liberté par l'absence de quelque chose, donc elle reste essentiellement négative, les éléments qu'elle introduit sont vulnérables aux mêmes critiques qu'on a adressées à la liberté positive en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ogien nous dit qu'ici, il faut faire en fait, il y a 3 choses à faire pour sauver la liberté comme non-domination. On peut avoir une liberté comme non-domination sans tomber dans les travers de la liberté négative, sans recours à des éléments de la liberté positive, sans la lier au conséquentialisme et enfin lui donner une portée beaucoup plus large. J'estime qu'elle pourrait être allégée et débarrassée de ce qu'elle emprunte à la liberté positive, c'est-à-dire l'idée qu'on est libre lorsqu'on est soumis à des lois non arbitraires. Par ailleurs, je crois qu'elle gagnerait aussi à être détachée de ses engagements conséquentialistes. Je crois enfin que la théorie devrait avoir une portée plus large. Donc déjà, la liberté comme non-domination doit se défaire de l'idée de soumission à des lois non arbitraires et à ses engagements conséquentialistes. On a déjà vu pourquoi dans la vidéo précédente. Par une portée plus générale, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la théorie de la liberté comme non-domination doit en fait couvrir beaucoup plus que la domination. Okay, c'est-à-dire beaucoup plus que seulement la servitude. Si on a fait une distinction entre servitude, persécution et élimination, ce n'est pas pour dire que lorsqu'on nous persécute ou lorsqu'on nous élimine, on reste libre puisqu'on n'est pas dominé. Persécution et élimination restent des atteintes gravissimes à la liberté. Quand on est persécuté et éliminé, on n'est plus du tout libre. Mais il s'agit ici de faire comme la liberté, en fait, comme non-domination fait à la liberté négative. Il s'agit en fait de l'élargir. Voilà, enfin, il s'agit de l'élargir pour qu'elle inclue aussi ces torts-là comme en fait des choses à ne pas faire. Okay, donc il faut l'élargir comme en fait la liberté comme non-domination a élargi la liberté négative au sens basique. Pour rappel, la liberté négative limite l'entrave de la liberté à l'interférence. La liberté comme non-domination, elle a élargi la liberté négative, c'est-à-dire en fait qu'elle lui dit qu'il y a autre chose qui peut entraver injustement la liberté que les interférences. Jusqu'ici, la liberté négative, soit elle ignore en fait ces formes d'entrave parce que c'est pas des interférences, soit elle essaye de les faire passer pour des interférences ou bien de les réduire à des interférences. Donc elle essaye de réduire quelque chose à ce qu'elle n'est pas. La liberté comme non-domination, par contre, de Petit, fait un peu pareil avec la persécution et l'élimination. Ils sont certes des entraves à la liberté, mais comme Petite limite en fait cette entrave à la domination et qu'il ne va pas bien sûr en fait ignorer l'élimination et la persécution, il va être obligé de les réduire à de la domination. Ça va ressembler un peu à du forcing, quoi. Quand quelqu'un a une théorie qui ne prend pas en considération des trucs essentiels, et donc il essaye de les forcer à l'intérieur de sa théorie, et ça donne juste en fait un truc incohérent, ou alors en fait ça n'explique rien du tout. La théorie ne peut pas fournir d'explication à des trucs sans se contredire ici. Donc, elle est très bien pour exclure la servitude, la domination du maître sur l'esclave, du patron sur l'employeur, l'homme sur la femme, etc. Petit insiste sur plein de formes en fait d'anticipation, hein, d'émancipation, pardon, l'émancipation des sexes, des enfants, des pauvres, etc. Le 4e chapitre de Républicanisme, c'est le livre de Petite, c'est sur l'égalitarisme. Et Petite dit que la liberté comme non-domination correspond à un idéal égalitaire, meilleur que la non-interférence et meilleur que l'utilitarisme. C'est une philosophie conséquentialiste, hein, pour rappel, l'utilitarisme, qui dit que ce qui est moral, c'est ce qui est utile, et l'utile ici, c'est ce qui engendre plus de plaisir que de douleur. Et donc, selon Petite, la non-domination est mieux que l'utilitarisme et la non-interférence, car elle privilégie une répartition équitable de la liberté en tant que non-domination. L'utilitarisme, lui, peut justifier le sacrifice de la liberté de certains au profit du plus grand nombre. Du coup, la non-domination n'est pas... en fait, elle n'est pas équitable. Et la non-interférence ignore en fait les inégalités structurelles... Non, pardon, l'utilitarisme. L'utilitarisme, il n'est pas équitable. Et la non-interférence ignore les inégalités structurelles qui permettent en fait un pouvoir arbitraire. Et donc, certains auront plus de pouvoir que d'autres, et donc plus la possibilité d'intervenir dans la vie des plus vulnérables, même s'ils ne le font pas.
Et ici aussi, en fait, la liberté n'est pas équitablement répartie. La non-domination, par contre, garantit que personne n'est soumis à un contrôle arbitraire par autrui, parce qu'elle prend en considération les rapports de pouvoir entre les gens. La non-domination se concentre sur l'égalisation du pouvoir. Elle cherche à équilibrer ces rapports ou ces ratios de pouvoir, hein, power ratios en anglais, hein, comme dit Petite. Donc, quand elle fait ça, elle vise ce que Petite appelle un égalitarisme structurel. On cherche une égalité dans l'intensité de la non-domination, c'est-à-dire une égalité dans la capacité des individus à résister ou à dissuader toute interférence. Peu importe ma position sociale ou économique, j'ai les ressources nécessaires pour résister à toute domination. Si je suis une femme ou une personne de couleur ou une minorité sexuelle, je ne suis pas en fait dans un rapport de force désavantageux pour moi par rapport à un homme blanc cis-hétéro, même si ce gars-là a plus d'argent que moi. Et pareil, si je suis pauvre, je peux vivre sans mendier ou dépendre des riches. Alors, Petite dit qu'il faut distinguer cet égalitarisme de l'égalitarisme matériel, qui lui, en revanche, ne vise que les causes... qui lui, en fait, plutôt ne vise pas les causes structurelles de la domination. Il ne cherche pas l'égalité dans l'intensité de la non-domination, mais vise à égaliser l'étendue des choix non dominés, c'est-à-dire, en fait, la gamme des options que les individus peuvent poursuivre sans interférence. On a souvent utilisé cette terminologie jusqu'ici, que la non-domination se mesure avec la gamme de nos choix, mais si on veut être très technique, c'est un peu faux. Si on parle d'égalitarisme, on ne va pas chercher en fait à donner la même gamme de possibilités à tout le monde. C'est juste en fait irréalisable déjà, et juste avoir la même quantité ou le même nombre de choix avec les mêmes choix que quelqu'un d'autre ne signifie pas l'absence d'un rapport de pouvoir inégal entre vous deux. De plus, en fait, t'assurer que vous avez tous la même étendue de choix non dominés implique des interventions de l'État qu'on n'est pas obligé d'accepter. Par exemple, bien qu'une redistribution matérielle puisse accroître l'étendue des choix non dominés pour les individus défavorisés, de telles initiatives impliquent souvent des trade-offs, des compensations ou des compromis. Genre des interventions légales ou institutionnelles réduisent les choix non dominés des individus plus riches en imposant un plafond de richesse à ne pas dépasser. On peut être sympathisant avec cette initiative, hein, je le suis, et d'ailleurs Augien aussi, mais disons que l'argument de Petite, c'est que ça ne garantit pas une maximisation de la non-domination globale. Okay, c'est un peu en fait comme un échange. C'est réduire en fait la liberté de certains pour augmenter la liberté de quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu une augmentation de la non-domination globale. Ce n'est pas en fait que Petite est contre, hein. Il dit en fait il dit juste en fait c'est pas qu'il est contre un égalitarisme matériel, il dit juste qu'un égalitarisme matériel à lui seul ne suffit pas si on n'a pas aussi un égalitarisme structurel. Okay, le matériel, c'est plus du contingent en fait. Il va dépendre de la situation dans laquelle on est pour déterminer s'il est nécessaire ou pas à maximiser la non-domination, contrairement au structurel, que lui est toujours nécessaire à la non-domination. Donc un égalitarisme matériel, on le fait si c'est nécessaire, hein, ou si ça va aider pour de plus de non-domination, sinon c'est pas la peine. Si on est dans une situation où les riches ne dominent pas les pauvres, il n'y a pas besoin en fait d'imposer des limites aux riches. C'est très utopique hein, comme situation, hein, des riches qui n'exploitent pas les pauvres, mais si on se trouve dans une telle situation, pas la peine de leur imposer quoi que ce soit. Et donc pour Petite, si les pauvres et les riches, les hommes et les femmes, les patrons et les employeurs, les blancs, les noirs, les hétéros, LGBT et tout ça, sont dans des structures de pouvoir équitables, on a l'égalité, même s'ils n'ont pas tous en fait les mêmes moyens de vie ou bien le même confort, enfin s'il n'y a pas forcément un égalitarisme matériel, quoi. Et d'un État en fait égalitaire, on peut prendre des initiatives anti-égalitaires si on interfère avec les riches alors qu'ils sont structurellement égaux avec les pauvres. Okay, on va compromettre en fait l'État d'égalitaire ici, l'État égalitaire. Il y aurait moins de non-domination, donc on va être moins libre. Encore une fois, hein, perso, ça m'étonnerait qu'on arrive à un État pareil avec des richesses et avec des riches et des pauvres, mais conceptuellement, hein, ça tient la route. Bref, l'égalitarisme structurel cherche à maximiser la non-domination pour tous. Bien que les politiques égalitaristes matérielles conduisent parfois à une distribution
équitable des ressources, elle n'améliore pas forcément l'intensité de la non-domination. En se concentrant sur les conditions structurelles par contre, telles que l'accès égal aux protections juridiques ou à la participation politique, l'égalitarisme structurel garantit que les individus vont pouvoir jouir à la fois d'une forte intensité de non-domination et d'un rapport de pouvoir équilibré, même si leur situation matérielle est très inégale. C'est comme ça en fait qu'on s'émancipe, selon Petit. Ce n'est pas par un égalitarisme matériel qu'il faut, mais structurel. S'il y a un matériel, il ne faut pas qu'il compromette en fait le structurel. En fait, voilà. Et puis dans le 4e chapitre, il parle aussi de l'émancipation des enfants. Bref, en fait, tout ça pour dire que sa théorie est excellente pour parler de ce genre de problème de servitude. Mais Petit, en fait, il parle tout le temps de personnes qu'on exploite ou qui sont susceptibles à être exploitées. Le maître est quelqu'un qui ne peut avoir qu'un rapport d'exploitation avec le dominé. Ce qui fait que si on ne cherche pas à exploiter quelqu'un, alors on ne le domine pas. Il n'y a pas en fait de rapport inégal entre X et Y si Y ne cherche pas à exploiter X par exemple. Tout à l'heure j'ai inclus le rapport de force entre les cis hétéros et les membres de la communauté LGBT. Mais normalement ce rapport de force ne doit pas être compris dans la définition de Petite. Un homme cis hétérosexuel ne cherche pas à dominer un homosexuel. On revient plutôt à la persécution. Les gays, en fait, qui ont été victimes d'interférences, de mots injustes, ce n'était pas parce que ceux qui les persécutent cherchent à les exploiter, mais pour soit les convertir, soit les éliminer. Les hommes, en fait, exploitent les femmes, oui, les riches exploitent les pauvres, oui, des adultes exploitent des enfants, oui, mais il y a des mots qui sont tout aussi injustes, qui ne sont pas compris dans la non-domination. La liberté comme non-domination exclut donc facilement elle exclut ces autres mots. Okay, donc elle inclut facilement la servitude, mais dans les mots d'Ogien, elle ne donne pas de moyens aussi puissants d'exclure le refus d'accueillir des étrangers, l'expulsion d'immigrants illégaux, l'abandon de populations entières jugées superflues du point de vue économique, l'absence totale de soucis pour les victimes sans ressources de catastrophes naturelles, la persécution systémique d'artistes et d'écrivains non conformistes ou l'extermination de masse. Donc voilà, selon Ogien, Petit lui-même affirme que sa théorie peut exclure ces mots, comme dans son entretien avec Alice Le Goff mentionné dans la note 42. L'entretien est intéressant, il est gratuit d'ailleurs sur kern.info, il s'appelle Entretien avec Philippe Petit. Vous y trouverez d'ailleurs un récap du parcours académique de Petit, comment est-ce qu'il est passé de la phénoménologie au structuralisme puis à la théorie politique. Par contre, j'ai pas trouvé dans l'interview où Petit admet que sa théorie exclut les mots qu'Ogien vient de citer. Je veux dire, le mec a quand même travaillé avec Zapatero, l'ancien président de l'Espagne de 2004 à 2008, qui a demandé à Petit d'évaluer son gouvernement. Zapatero était très progressiste, elle a légalisé le mariage gay, régularisé en fait les sans-papiers, etc. Mais en tout cas, en fait, Petit ne reconnaît pas explicitement les limites soulevées par Ogien dans l'entretien. Mais il aborde en fait des préoccupations similaires. Il reconnaît par exemple que les analyses de Bourdieu sont pertinentes, par exemple. Enfin bref, la non-domination en fait a des limites parce qu'elle exclut que la servitude ou la servitude potentielle. Dans les cas en fait mentionnés par Ogien, on ne trouve pas de volonté d'asservir ou d'exploiter personne. On trouve plutôt des volontés de se débarrasser ou d'ignorer ces gens. Et ainsi en fait un riche peut ne pas dominer un pauvre qui vit dans des conditions abjectes puisqu'il ne l'exploite pas finalement. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien, ou que le pauvre est libre. Dans la note 43, Ogien mentionne quelques écrivains qui se sont penchés sur cette question. Il y a l'article de l'économiste John Kenneth Galbraith, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Galbraith ou Galbraith. L'article il s'appelle « L'art d'ignorer les pauvres », qui est apparu dans Harper Magazine en novembre 85. Juste avec le titre, en fait, on comprend tout. Dedans, il dit que les riches ont toujours trouvé des moyens de virer les pauvres de leur conscience. La présence des pauvres donne toujours une mauvaise conscience, et donc les riches développent des idéologies pour les ignorer. Si les pauvres sont pauvres, on n'y peut rien. C'est soit en fait on se dit utilitariste et on balance une dinguerie du genre on a fait de notre mieux pour le plus grand nombre, tant pis s'il y en a qui passent à la trappe, soit on devient un malthusien et on dit que c'est de leur faute, ils sont pauvres parce qu'ils font trop d'enfants, parce qu'ils sont incapables de contrôler leurs pulsions sexuelles. Galbraith dit que pour Malthus, la cause de la pauvreté, c'est le plumard en fait.
comme c'est le pauvre qui crée la pauvreté et pas le riche, bah pourquoi est-ce que le riche devrait s'en préoccuper? Ou alors, vous pouvez y aller à coup de darwinisme social et vous dites que c'est la sélection naturelle qui a fait ça. S'il y a des pauvres, c'est parce qu'ils sont faibles, ils peuvent pas s'adapter, donc à la fin, ils crèvent, quoi, c'est pas notre responsabilité. Et si vous trouvez ça trop cruel, vous pouvez toujours en fait sortir l'excuse des présidents américains durant le crash boursier de 29 et pendant la Grande Dépression. Calvin Coolidge, par exemple, et Herbert Hoover, les deux en fait affirment que toute aide publique aux pauvres faisait obstacle au fonctionnement efficace de l'économie. Voilà, si l'État il s'en mêle et qu'il commence à taxer les riches pour donner une vie décente aux pauvres, bah ça va juste rendre les choses pires pour les riches, mais surtout les pauvres, hein, parce que le riche, lui, il est très préoccupé par le pauvre, tu vois, c'est pour ne pas en fait que ça empire pour le pauvre, qui ne veut pas qu'on touche à son argent durement gagné et mérité. Bref, en fait, on invente des raisons pour se donner une bonne conscience. On va dire que la bureaucratie étatique est merdique, mais la privée, elle est bonne et plus efficace, sans savoir pourquoi, hein, malgré tous les succès entrepris par l'action étatique dans l'amélioration du niveau de vie des gens. On va systématiquement chercher à discréditer les institutions qui cherchent à rendre aux pauvres leur dignité, parce que c'est pour leur bien, apparemment. Après, en fait, ils deviennent dépendants de l'État, ils ne peuvent plus choisir par eux-mêmes leur propre vie, hein, ils vont pas vouloir travailler, ils vont se dégrader moralement et donc aider les pauvres, bah, c'est aussi les déresponsabiliser. Hein, voilà, c'est une rhétorique qu'on connaît assez bien. Donc le plus drôle, c'est quand Galbraith dit que c'est étrange que ceux qui passent leur temps à dire que l'État fait de la merde, ils changent de discours lorsqu'il s'agit de la défense nationale, de la police ou d'aller faire la guerre. Enfin, comme disait Tupac, hein, they got money for war, but can't feed the poor. Donc, quand il s'agit d'aller bombarder des villes, là, la bureaucratie, elle est compétente et efficace. Lorsqu'elle arrive presque à éliminer la pauvreté chez les vieux, hein, grandement démocratiser l'accès à la santé et aux soins, lorsqu'elle garantit aux minorités l'exercice de leurs droits civiques et l'accès à l'éducation, alors là, tout d'un coup, il n'y a plus un sou, hein, comme par hasard. Et puis, il y a le déni psychologique aussi, encore une autre stratégie que les riches utilisent pour ignorer les pauvres. Lorsque ça y est, en fait, tu perds tous les arguments et donc tu n'as plus d'excuses pour détourner le regard, bah tu trouves quand même le moyen de le faire, cette fois-ci en évitant d'y penser, tout simplement. C'est un peu comme lorsqu'on évite de penser à la mort ou à la course aux armements. Tu vois, genre on applique le même mécanisme quand il s'agit des pauvres. La pauvreté, bah, ça nous déprime, du coup, bah, on n'y pense pas. Voilà, on dit que ça n'existe pas. Voilà. On va se concentrer sur des trucs plus agréables, on va faire du yoga, on va se focaliser sur soi-même, on va faire notre petit développement personnel, et bien personnel, hein, pour le coup, hein, puisque voilà, tu fermes les yeux sur toute une réalité sociale, quoi. Donc, c'est pour ça, hein, aussi qu'on dit que ces mots, même lorsqu'ils ne sont pas intentionnels, bah, ils restent quand même intentionnels. Le fait qu'il y a des pauvres qui sont pauvres parce qu'ils sont victimes de catastrophes naturelles, leur pauvreté reste intentionnelle parce qu'elle est issue d'une ignorance voulue. On veut les ignorer. Même si on n'a pas causé leur chute, le simple fait d'être en mesure d'aider quelqu'un fait qu'on doit l'aider, en fait. Dans le texte qu'on a mentionné la dernière fois, d'Augien, en fait, sur le conséquentialisme, hein, les concepts de l'éthique, il y a un moment, en fait, où Augien, il parle d'un article de Peter Singer, le philosophe utilitariste australien. C'est un article connu qui s'intitule Famine, Affluence and Morality. Et dedans, il dit: imagine, tu achètes de nouvelles pompes qui t'ont coûté trop cher, et qu'en marchant, tu trouves un enfant qui se noie dans une fontaine. Tu n'as pas le temps de retirer tes chaussures pour le sauver. Donc, tu vas être obligé de te jeter dans l'eau avec tes pompes pour le tirer de là, sachant que l'eau va détruire tes chaussures. Et donc, tu fais quoi? Bah, tu plonges. Voilà, clairement, tu plonges. Tu te dis que le mal que je vais subir comparé au bien dont va bénéficier l'enfant est vraiment ridicule. Du coup, si tu as le moyen de sauver quelqu'un et que le moyen ne va pas te demander un effort considérable, bah, tu n'as pas d'excuse, tu vas sauver le môme, en fait. Si tu ignores, en fait, le môme, alors que tu avais, en fait, la possibilité de le sauver, hein, même si tu n'es pas responsable de son état, c'est pas toi qui l'as mis dans la fontaine, même si c'est lui, en fait, qui est responsable parce que tout seul, il s'est jeté comme ça dans la fontaine, bah, tu deviens automatiquement responsable de sa mort si tu ne l'aides pas. Aujourd'hui, en fait, il est extrêmement difficile de prétendre qu'on ne pouvait pas aider les pauvres à s'émanciper. Ainsi, toute situation dans laquelle ils se trouvent, même si elle n'a pas été intentionnellement causée, le fait qu'il y reste est intentionnel. Bref, il y a une édition, hein, de l'article avec
avec les deux écrits, l'article de Galbraith. Hein. Donc il y a une édition, vous allez trouver l'article de Galbraith et aussi un autre article de Laurent Cordonnier qui s'intitule « Économiste en guerre contre les chômeurs hein. ». C'est aussi un art d'invisibiliser la pauvreté lorsqu'on rend en fait la vie des chômeurs plus difficile hein, qu'elle ne l'est sous prétexte que c'est pour leur bien parce qu'en fait on les incite à aller chercher du travail et à devenir autonomes, etc. Et l'autre article qu'il y a aussi avec celui de Galbraith, c'est un article de Jonathan Swift, qui est un satiriste anglais du XVIIIe siècle et qui a écrit un fameux article satirique, A Modest Proposal, en anglais, donc en français ça donne du bon usage, en fait en français ça a été traduit par du bon usage du cannibalisme. Et dedans il dit que les pauvres, en fait, ils devraient vendre leurs enfants comme de la viande. Hein, tu vas voir le boucher, tu lui dis, voilà, j'ai mon bébé, voilà, je te le donne, voilà, je te le vends, et le boucher en fait de la viande hachée, quoi. Tu le vends et comme ça, bah, tu as de l'argent pour te nourrir. Alors c'est complètement satirique. Hein. Swift, en fait, termine son article en disant qu'il ferait cette proposition parce qu'il a de la pitié pour ses enfants et parce que bah, il faut bien que l'économie de la nation tourne et que les riches profitent de leur argent et de leur vie. Hein. Enfin, en fait, il se fout de la gueule des riches, en fait, quand il écrit ça. Hein. C'est purement satirique. Lui-même, en fait, il aurait donné son gosse au boucher hein, s'il n'était pas trop mûr et que sa femme, en fait, n'a pas encore eu sa ménopause, quoi. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire que si on limite la liberté à être libre d'un maître, ben, il y a plein de personnes en galère sans qu'il y ait un maître, en fait, qui en est responsable. C'est ça, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont en galère mais ils sont pas en galère parce qu'ils ont des maîtres. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là si on limite la liberté à seulement la non-domination? Alors oui, hein, les riches sont responsables de 120% de la misère dans le monde, mais même si on accepte leur argument, hein, qu'ils ne sont pas responsables, ça ne veut pas dire qu'on peut ignorer les gens dans la sauce pour X raisons. Même si le riche ne domine pas le pauvre, ça ne veut pas dire qu'on peut, qu'il peut ignorer le sort du pauvre, quoi. Y compris, en fait, si le pauvre se fait persécuter ou s'il se fait exterminer. Donc, en fait, il y a une catégorie de personnes que la liberté comme non-domination n'a pas l'air de considérer, on n'a pas l'air de protéger, en fait. Et on ne peut pas dire que ces personnes, parce qu'ils ne sont pas dominés, sont libres. Ou parce que personne ne cherche à les exploiter, ils sont libres, quoi. C'est ici que j'ai introduit, en fait, un terme qui va être capital pour comprendre la liberté. Si on doit donner une liberté, une théorie de la liberté, on ne peut pas se contenter de la non-domination. Plutôt, la non-domination doit être un élément de la théorie de la liberté. On est libre lorsque, certes, on n'a pas de maître, lorsqu'on n'est pas dominé, mais pas que. Il faut donc, comme on a dit, étendre la théorie de la liberté pour qu'elle soit plus large, pour qu'elle n'inclue pas uniquement les dominés, mais aussi les réfugiés, les sinistrés, les sans-papiers, les déplacés, les tolérés, les demandeurs d'asile, l'immigrant clandestin, que Michel Agier appelle les indésirables. Il est important de regarder en fait leur cas parce que selon Agier, leur cas c'est très particulier. Ils sont à la fois victimes et coupables, et leur existence paradoxale va autoriser un traitement exceptionnel, parce qu'ils sont les personnes les plus vulnérables dans l'échelle sociale, et pourtant ils sont traités comme étant la plus grosse menace de l'État ou de la société ou de la culture ou ce que tu veux. Face aux indésirables, en fait l'État agit comme si on est dans l'état d'exception, dans l'état d'urgence. Leur présence légitime une administration spécifique et l'exercice d'un pouvoir direct, sans médiation politique. C'est-à-dire en fait qu'ils sont traités comme si c'est des terroristes, comme s'ils peuvent mettre en PLS toute la défense nationale. On ne se soucie pas de leurs droits, on les soumet à des politiques administratives de contrôle, de l'intervention urgentiste humanitaire, de l'encadrement militaire ou de la répression policière dans les termes d'Agier. Ce sont en fait des gens qui vont... En fait, c'est des gens en fait qu'on veut fuir comme la peste, dont on ne veut pas, qu'on ne cherche pas à dominer, mais à exclure, à isoler, à expulser, voire même exterminer. Agier, il va parler de biopouvoir ici, qui est un concept de Michel Foucault. Mais
Nous, on va en fait prendre une autre voie pour parler des indésirables, parce que sinon ça va être trop compliqué en fait de parler d'expliquer le biopouvoir ici. Et pour ça, ouais, pour la ref en fait, Augien il donne à la note 44 le livre sous la direction d'Agier qui est intitulé Réfugiés, sinistrés, sans papier, la politique de l'exception. Et vous pouvez d'ailleurs le télécharger gratuitement sur Google. Hein. Il existe, voilà, enfin, il est disponible gratuitement. Donc, les indésirables, ceux qu'on harcèle, qu'on refuse d'accueillir, qu'on veut expulser ou même exterminer, sont tout aussi importants que les asservis ou les exploités. Donc, une théorie de la liberté doit les prendre en considération parce qu'ils sont aussi victimes d'entraves à la liberté. Mais, c'est quoi en fait un indésirable ? Augien nous dit qu'il faut distinguer entre l'indésirable et le non désiré. Ce n'est pas la même chose. Être non désiré, ça tout le monde connaît. Voilà, certains plus que d'autres, certainement. C'est un état seulement psychologique. On se sent non désiré parce que voilà, enfin, notre crush ne nous calcule pas, ou parce que notre groupe d'amis ne nous a pas invités. Oui, c'est désagréable comme sensation, mais c'est juste un état psychologique. Ça ne remet pas en question mon statut politique. Être un indésirable, par contre, c'est ça, c'est au niveau du statut politique que ça se joue. Ou comme le dit Augien, c'est un état politique qui dépend de caractéristiques définies des personnes. Être indésirable, c'est un état politique qui concerne certaines personnes seulement, dont les caractéristiques sociales ou physiques sont bien définies. Donc l'indésirable, c'est quelqu'un qu'on reconnaît immédiatement. Il a des traits physiques et sociaux définis par la propagande, par la représentation médiatique, etc. Une caractéristique physique, ça peut être la couleur de peau, ça peut être son sexe, ça peut être enfin, son statut social, hein, c'est genre ton orientation sexuelle, ça peut être ta culture, ton origine, ta religion, ça peut être tes opinions ou ton statut économique. C'est des gens victimes de préjugés racistes, sexistes, xénophobes, qui sont automatiquement vus comme une menace. Ils n'ont rien en fait à apporter, ils ne servent absolument à rien, ils sont réduits à uniquement un fardeau. Et Augien dit d'ailleurs que c'est là en fait qu'on passe d'un statut de dominé à un statut d'indésirable. Le dominé sert encore à quelque chose. On peut l'exploiter, on peut tirer profit de sa situation. L'indésirable, par contre, on ne cherche même plus en fait comment extraire le maximum ou même le moindre bénéfice de sa situation. On ne cherche pas à utiliser sa force de travail, son habileté ou son intelligence à son propre bénéfice. Non, on cherche juste à s'en débarrasser. Soit en refusant de les accueillir, soit en les expulsant, mais aussi en les éliminant, soit par liquidation physique, hein, on les tue, soit par un enfermement indéfini. On les emprisonne, genre à vie, comme ça, on n'en entend plus parler. On peut dire qu'une personne ou un groupe de personnes bascule dans la catégorie des indésirables lorsque la pire des questions peut se poser à leur égard n'est plus qu'est-ce qu'on peut faire pour les exploiter au maximum, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser complètement. Donc les indésirables, c'est comme les exilés déchus de leur nationalité qu'aucun pays ne veut prendre en charge. Augien évoque Hannah Arendt dans son deuxième volume des origines du totalitarisme, le volume sur l'impérialisme, où elle dit la chose suivante concernant les exilés, les exilés sans patrie, les apatrides. Leur tare, ce n'est pas d'être opprimés, mais que personne ne se soucie même de les opprimer. Donc ça, c'est dans la deuxième partie du chapitre 5, Déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme. Et dedans, Arendt, elle parle des apatrides, des gens qui se trouvent sans nationalité, sans patrie, et comment paradoxalement, leurs droits humains se retrouvent systématiquement violés. Arendt, en fait, elle commence à rappeler la raison d'être des droits de l'homme. Ils sont censés libérer l'homme de la tutelle et de la dépendance. Jusqu'ici, ce qui conférait en fait sa dignité à l'homme, c'était Dieu. Dans un monde où l'homme est vulnérable à toutes sortes de dangers, voilà, enfin, c'est Dieu qui te garantissait une dignité. Avec ces droits, il devient lui-même la loi. L'homme devient lui-même la loi. Il porte en lui sa protection, son droit inaliénable, qui ne peut lui être ôté, en fait, peu importe où il se trouve. Sauf que selon Arendt, ces droits de l'homme sont en réalité les droits des peuples pour s'autodéterminer. Et ainsi, l'homme, à peine en fait il est apparu, aussitôt en fait il se dissout dans un peuple dont il est seulement un membre. Après tout, en fait, ces droits étaient aussi des droits civiques, des droits du citoyen. Donc, c'est des droits relatifs à la citoyenneté.
qui ne peuvent exister que dans des États-nations. Cependant, ces droits-là, comme ils sont des droits d'un homme abstrait, et on y reviendra, ils sont les droits d'un homme sans aucune spécificité. D'un homme, comme dit Arendt, qui est nulle part. Du coup, on se retrouve avec un paradoxe. D'un côté, ils sont éternels et valables partout, donc indépendants de toute citoyenneté et de toute nationalité, mais en même temps, ils sont des droits des peuples, des États-nations. Et ainsi, dès leur début, ils étaient paradoxaux. Au point où, en fait, comme elle dit aussi, aucun parti libéral n'a jugé bon de les évoquer parce qu'ils sont impossibles à faire respecter, du moins par eux-mêmes. En fait, les droits humains avaient besoin aussi de droits nationaux, d'une patrie et d'un gouvernement pour rendre le respect possible. Et ainsi, selon Arendt, les exilés qui ont perdu leurs droits humains ont d'abord perdu leur patrie. Les sans-droits, comme elle les appelle, ont d'abord perdu leur patrie. C'est des apatrides avant tout. Mais ça a toujours existé, ça. Des gens qui perdent leur appartenance à la patrie. Ce qui est nouveau, en fait, elle dit, c'est leur impossibilité à en trouver une. L'État-nation s'est formé autour d'une homogénéité culturelle, une homogénéité de langue, même de race. Et le monde entier s'est trouvé divisé en États-nations. C'est comme si, en fait, tout le monde a été recruté, mais certains n'ont pas été choisis et personne ne les réclame. Ce n'est pas, en fait, une question... Ce n'est pas en fait une question d'escape, comme elle le précise, ou de surpopulation, mais d'organisation politique. On ne veut simplement pas d'eux. Et elle ajoute que la perte de la patrie s'accompagne de la perte d'un gouvernement. C'est le gouvernement qui permettait aux gens de conserver leur statut de citoyen, même lorsqu'ils sont en exil. Mais la perte aussi d'un gouvernement, pour te soutenir, il conduit immédiatement à la perte des droits humains. C'est-à-dire de tous tes droits. Sans patrie ou gouvernement, tu n'as pas de droits. Donc, les sans-droits sont vraiment des indésirables parce que personne ne cherche même cherche même plus à leur reconnaître des droits, ne serait-ce que pour violer ces droits. Comme dit Arendt, ce n'est pas en fait la perte des droits spécifiques qui est le problème de l'indésirable, c'est pas le droit de la vie ou de la liberté d'expression ou la recherche du bonheur ou l'égalité devant la loi, etc. Non, le problème, c'est qu'ils n'appartiennent à aucune communauté et aucune communauté ne les réclame. La phrase en fait complète d'Arendt, parce qu'Augien en fait ne donne pas toute la phrase, c'est leur tard, ce n'est pas en fait leur tard, ce n'est pas de ne pas être égaux devant la loi, c'est qu'il n'existe pour eux aucune loi. Ce n'est pas qu'ils sont opprimés, mais que personne ne se soucie de les opprimer. Voilà, ça c'est toute la citation. Leur tard, ce n'est pas de ne pas être égaux devant la loi, c'est qu'il n'existe pour eux aucune loi. Mais, bien évidemment, la situation de ces exilés, c'est pas seulement limité aux exilés. Arendt parle spécifiquement des exilés comme indésirables, mais il n'y a pas que. Même des gens qui ont la nationalité dans un régime autoritaire et antidémocratique se trouvent dans des situations similaires, des situations où on ne veut plus les voir. Un homosexuel dans un régime totalitaire, même s'il a une carte d'identité nationale, peut facilement perdre tous ses droits et se trouve enfermé à vie ou exécuté. Comme dit Augien, les indésirables sont les opposants politiques, les militants de droits de l'homme, les artistes, les écrivains et les journalistes non conformistes, les chercheurs dans certains domaines, les membres de minorités religieuses, sexuelles, ethniques, etc. Mais il dit aussi qu'on trouve des indésirables même dans des pays dits démocratiques. Il n'y a pas que les dictatures en fait et les régimes totalitaires qui produisent des gens qu'on veut en fait invisibiliser et qu'on veut ignorer. Et que la liste des indésirables dans les sociétés démocratiques peuvent aussi s'étendre pour inclure aussi les indésirables qu'on trouve souvent dans des dictatures. Une société démocratique peut aussi persécuter ou chercher à faire disparaître des minorités, des opposants politiques, des écrivains, des artistes, des chercheurs ou des intellectuels, des militants des droits de l'homme, etc. Donc la liste des indésirables n'est jamais fixe. Elle change selon les époques ou selon les majorités aussi. Mais généralement, dans les sociétés démocratiques, les indésirables peuvent être, citation, les étrangers, les sans-papiers, ceux qui sont jugés économiquement inutiles ou superflus, les nomades, les criminels dits irrécupérables, les assistés de longue durée et les prostituées dans certains quartiers, des minorités dites visibles, lorsqu'elles sortent des cités, les musulmans pauvres qui ont le culot de vouloir exprimer publiquement leur foi, etc. Donc, l'indésirable,
c'est, si tu veux, en fait, la personne qui doit vivre cachée, dont la présence ne peut pas être tolérée. C'est-à-dire, en fait, on ne veut pas, on veut pas les voir, en fait, ces gens-là, on ne veut pas les voir. Dans le cas de la France, c'est souvent les minorités musulmanes qui sont accusées de dévoiler, en fait, une culture non compatible avec les valeurs de la République française. Ils ne respectent pas la laïcité, ils imposent leur foi aux autres, juste parce qu'ils prient dans la rue. Souvent d'ailleurs, il s'agit de musulmans pauvres, qui vivent dans des cités issues de l'immigration, qui fait tâche parce que ça ne respecte pas ou ça ne valorise pas l'histoire ou la culture de la France. En gros, en fait, ils ne se laissent pas assimiler. Donc, en fait, le même est vrai aussi pour les minorités sexuelles ou celles en fait qui bossent dans le travail du sexe. On dénonce tout le temps l'idéologie woke des mouvements et des militants LGBT sous prétexte qu'ils veulent imposer, si c'est pas des valeurs, des comportements déviants. On connaît tous en fait la personne homophobe qui te sort le fameux « j'ai rien contre les gays tant qu'ils ne m'imposent pas leur mode de vie ». Et on se demande en fait comment en fait les gays imposent leur mode de vie. Personne de la communauté LGBT te dit que tu dois être gay. Ils demandent juste le respect des mêmes droits que toi tu as. Mais pour en fait les gens qui sortent cette histoire d'imposer, pour eux c'est juste le fait de voir les gays dans l'espace public qui les dérange. Ils veulent que l'homosexualité se fait uniquement chez toi avec les volets fermés. Voir en fait deux mecs qui s'embrassent dans la rue ou qui se tiennent la main, les voir en fait dans les films ou dans des séries ou dans des plateaux télé, c'est ce qu'ils considèrent en fait comme une imposition. Juste voir, juste le fait que l'homosexualité ou la transidentité, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité ou le genre, le fait que ça entre dans leur champ de vision, c'est ça une imposition pour eux. Donc, on a bien affaire à des tentatives d'invisibilisation, en aucun cas différentes des tentatives d'ignorer les pauvres, comme on a vu avec Galbraith. Donc, comme en fait on veut éviter de voir les pauvres pour se donner bonne conscience, on veut aussi éviter de voir les noirs, les étrangers, les assistés, les sans-papiers, les minorités religieuses et sexuelles, les prostituées, les opposants, les militants, etc. On traque les réseaux de travail de sexe, souvent sous couvert de protection des femmes, mais qui sont tout aussi victimes de préjugés moraux et de jugements sexistes et misogynes de la part des autorités qui, soi-disant, cherchent à les protéger. On ferme un bordel et une maison close et on se dit « Oh, regarde, on est très féministe parce qu'on a libéré ces victimes, ces pauvres femmes de l'exploitation », alors qu'en réalité, toutes ces politiques anti-prostitution ne visaient qu'une seule chose, invisibiliser les prostituées, parce qu'elles sont aussi, comme le disait Agier, des victimes et des coupables en même temps. Les prostituées sont plus blâmées pour leur mode de vie immoral. Il s'agit plus de nettoyer l'image nationale de tout ce qui fait tâche en fait sur le plan seulement moral, sur seulement en fait un plan des valeurs. Ce n'est pas en fait de l'émancipation dont il s'agit. La plupart des prostituées se trouvent en fait, elles ne trouvent pas de meilleure vie une fois que leur profession s'arrête. Elles continuent à essayer de trouver des clients dans des conditions pires que lorsqu'elles étaient dans des maisons closes. Leur situation matérielle et économique ne s'améliore pas et elles restent toujours victimes des mêmes stigmas et des mêmes préjugés qu'avant. En gros, elles deviennent encore plus invisibles parce que c'était ça le but dès le début. Ce n'était pas en fait l'émancipation, mais l'invisibilisation. Pareil pour les sans-papiers, pour les assistés ou pour les étrangers. Leur situation ne s'améliore pas parce que, en fait, parce que ce qu'on cherche, en fait, c'est de les faire disparaître. C'est seulement de ne plus les avoir dans le champ de vision. Augien en reparlera en plus de détails dans la deuxième partie du livre, mais il a aussi en fait traité ces questions dans d'autres ouvrages comme Penser la pornographie, la liberté d'offenser ou Le corps et l'argent. Bref, tout ceci ne devrait pas vous sembler nouveau. Vous avez sûrement connu ce genre de polémique dans votre pays, peu importe lequel. Là où je suis, on a une production massive d'indésirables. Ça fait des années qu'on travaille sur leurs conditions sociales et leur production. Étienne Balibar, par exemple, philosophe et sociologue marxiste, qu'Augien donne en référence dans la note 46, il dit « Puisqu'on a dit que la liste des indésirables peut varier selon les époques, il y a des conditions socio-économiques plus favorables que d'autres pour en produire. Et justement, on est dans des systèmes sociaux et économiques qui produisent en masse des individus superflus ou jetables, comme dit Augien. La mondialisation, la financiarisation de l'économie, l'affaiblissement des organisations de défense des intérêts des plus vulnérables, la subordination des institutions politiques au diktat des grands groupes économiques, bref, le capitalisme, quoi, tout ça, ça produit en masse des indésirables. Balibar, dans son essai « De quoi les exclus sont-ils exclus ?», il donne deux conditions
à la production de masse des indésirables, ou plutôt deux logiques, hein, l'une économique et l'autre sociale. L'économique, c'est la marchandisation ou la réification. Il s'agit de transformer les humains en choses qu'on peut en fait exporter ou importer, et qui donc peuvent être excédentaires ou jetables une fois leur valeur d'usage est perdue. Donc ici, il parle d'un marché capitaliste complètement déréglé, et donc il y a un retour aux conditions d'existence du 19e siècle, les conditions qui ont créé le prolétariat lorsque les ouvriers n'avaient aucune protection institutionnelle et sociale. Tout l'appareil d'État, l'état de droit, est attaqué en fait, ainsi que tous les acquis sociaux. On perd ce que Balibar, avec Robert Castel, appelle l'État-nation sociale. En gros, les humains sont soumis à des lois de concurrence sauvage. Ils ne peuvent avoir le respect de leur humanité que s'ils servent à quelque chose, que s'ils sont des outils, des moyens, ce qui est paradoxal. Une fois qu'on n'a plus d'utilité, on est jeté. La deuxième logique, c'est une logique de racialisation communautaire ou de l'identification. Celle-ci transforme les étrangers relatifs en étrangers absolus, c'est-à-dire en faisant des étrangers des ennemis par la race. Parfois, ça se cache sous prétexte de culture. Ce n'est pas la race qu'on déteste, mais c'est la culture de ces gens de race particulière. Il s'agit donc d'exclure en fait des gens parce qu'ils ne sont pas conformes à un certain ordre culturel ou moral. Ça crée évidemment une situation paradoxale, parce que ces exclus, comme ils vont être repliés et invisibilisés, leur situation va se dégrader, ce qui fait qu'ils vont aussi entrer en concurrence les uns avec les autres. Les femmes des étrangers, par exemple, se trouvent dominées par des structures patriarcales de ces mêmes étrangers-là, et ces dominations peuvent prendre des aspects plus violents que les dominations des femmes européennes. Du coup, que font les Européens ? Ils deviennent féministes et dénoncent le sexisme des minorités ethniques comme justification pour leur exclusion et pour cacher leur sexisme à eux. C'est le fameux tu crois que je suis raciste ? T'as pas vu le vrai racisme. Va voir dans la communauté musulmane. Donc, on instrumentalise le sexisme de l'autre, comme dit Balibar, pour cacher le sien et se donner une bonne conscience, et comme ça une bonne justification pour ignorer l'étranger. De toute façon, c'est des barbares, je n'ai pas à les considérer, on ne négocie pas avec les terroristes. Ce dont Balibar parle, en fait, ça se passe en fait dans un régime démocratique. Pour revenir sur l'idée que l'exclusion, la production massive des indésirables, se fait aussi dans des démocraties. Il appelle ça en fait les démocraties exclusives. Comme quoi, certes, il n'y a plus d'institutions racistes comme l'apartheid ou l'esclavage, mais le racisme reste toujours tout aussi systémique. On produit encore des non-personnes, comme il dit, par le marché déréglé capitaliste et par les institutions qui visent à promouvoir une image nationale essentialiste plutôt qu'une nation sociale. Et non, nazi, ça ne signifie pas un national socialiste comme certains le répètent à longueur de journée. À noter aussi que la condition de paria à laquelle sont réduits les indésirables rend même toute forme de résistance impossible de leur côté, puisque toute résistance revient à de l'autodestruction et à une confirmation des clichés racistes. Bref, on peut dire en fait que l'indésirable, la non-personne, c'est celui qui ne reçoit pas la reconnaissance. En philosophie politique, la reconnaissance, c'est une notion importante. Le philosophe qui est devenu un peu la référence de cette notion, c'est Axel Honneth, un des derniers de la génération, un de la dernière génération de l'école de Francfort avec Habermas. Donc un excellent livre sur le sujet, c'est La Société du mépris par Honneth, qui est donné par Ogien dans la note 47. Mais vous avez surtout en fait un autre ouvrage qui s'appelle La lutte pour la reconnaissance, qui est un peu son magnum opus. Mais pour faire simple, pour Honneth, le but de la philosophie politique, c'est d'éliminer les pathologies sociales, c'est-à-dire tout ce qui empêche ou rend difficile l'autoréalisation de l'humain. L'école de Francfort, avec Horkheimer, Adorno, Mercuse et Habermas, ils essayaient d'identifier les pathologies sociales pour les rectifier. En gros, ils promettaient une vie bonne, et pas seulement une vie de droit formel et individuel, qui, on a vu avec Arendt, ne peuvent pas vraiment protéger la dignité et l'intégrité des individus, surtout les indésirables, qui se trouvent exposés au mépris. C'est là où la reconnaissance entre en jeu. Selon Honneth, la conception libérale de la justice, surtout celle de John Rawls, c'est-à-dire en fait la justice comme respect des droits individuels et formels, elle est très limitée quand il s'agit de venir en aide aux indésirables. Et ce pour trois raisons.
Premièrement, il remet en cause l'hypothèse fondamentale de Rawls, selon laquelle les parties impliquées dans la sélection des principes de justice sont des individus rationnels, autonomes et délibératifs. Le raisonnement des parties est réduit en fait à un calcul instrumental visant à maximiser leurs propres avantages. Honneth, en fait, il considère cette vision comme trop individualiste et déconnectée de la réalité sociale. Les droits formels sont des droits de l'individu abstrait, qui ne semble pas vivre avec les autres, en fait. Il souligne que la liberté politique, enfin la liberté individuelle, ne peut être réelle et effective qu'à travers des relations intersubjectives, où les individus développent un rapport pratique à eux-mêmes grâce à des interactions avec autrui. Ces relations sociales sont essentielles pour l'épanouissement humain, car elles fournissent le soutien et la reconnaissance nécessaires au développement de soi. Pour Honneth, la liberté, c'est d'abord avoir la reconnaissance par d'autres êtres humains. C'est-à-dire, c'est être vu. Un individu qui n'a pas la reconnaissance, même s'il n'y a rien qui l'empêche de faire ce qu'il veut, il n'est pas libre selon Honneth. Sa liberté, donc, ne dépend pas de droits formels, seulement de droits formels, mais de sa vie sociale, de sa relation et ses interactions avec les autres. Il n'est pas là seulement à calculer ce qui serait dans son intérêt ou à son avantage, mais il veut se sentir appartenir à une communauté. Selon Honneth, le but de l'humain, c'est ça, c'est l'épanouissement, c'est être libre, c'est pouvoir s'épanouir. Or, un épanouissement ne se fait qu'en société par la reconnaissance. Si on est exclu, si on est réduit à un statut d'indésirable, bref, si on nous ignore, même si on ne nous fait pas de mal, on est loin de pouvoir nous épanouir. Dire que personne ne me prive de mes droits formels, c'est pas suffisant en fait. La liberté, c'est aussi la réalisation de ma liberté, qui est un état subjectif avant tout. Un épanouissement, comme on a dit, et on ne peut pas s'épanouir si tout le monde nous ignore en fait, s'il n'y a personne pour reconnaître notre existence subjective. En gros, les droits formels ne prennent pas en compte l'expérience vécue de la vulnérabilité, de la dépendance, du mépris, des humiliations et des revendications spécifiques. Parce qu'un indésirable, lorsqu'il revendique quelque chose, c'est quelque chose de spécifique à lui, dans sa condition marginale. Et la deuxième critique rejoint d'ailleurs cette critique de l'idéal de la personne. Honneth, il considère que la liberté défendue par Rawls, c'est une liberté négative, qui, comme on a vu, ne permet pas de garantir l'épanouissement. Honneth opte pour une liberté positive, donc. Il ne suffit pas en fait d'avoir des droits ou le droit d'avoir des droits, comme dit Balibar aussi. Il faut que ces droits s'actualisent dans le réel. Si être libre, c'est juste avoir des droits formels, alors si j'ai le droit de manger, mais que je n'ai pas les moyens de manger, je dois quand même me considérer comme libre. Dernière critique d'Honneth, qui est beaucoup plus théorique, et celle-ci, elle s'attaque à la méthode de justification des principes de justice, qui repose sur un idéalisme kantien d'impartialité. Pour Rawls, les principes de justice sont justifiés, sont légitimes lorsqu'ils sont acceptables par des personnes libres et égaux dans un processus neutre et impartial. Honneth lui considère cette approche comme problématique, car elle suppose implicitement une conception du bien, même si Rawls prétend préserver la neutralité. En cherchant à garantir la liberté individuelle et l'égalité, la théorie de Rawls présuppose un idéal d'épanouissement humain individuel qu'elle n'explicite pas. Mais ça, on s'en fout, ça c'est pas très important ici. De toute façon, en fait, selon Myriam Bonkowski, la théorie de la reconnaissance d'Honneth n'est pas très différente de la théorie de Rawls. Si vous voulez lire en plus de détails les trois critiques et pourquoi en fait ils ne permettent pas vraiment à Honneth de se distancer de Rawls, vous pouvez lire l'essai de Bonkowski, Social Justice, Defending Rawls' Theory of Justice Against Honneth's Objection. Et en fait, alors, bien que les théories de Balibar et d'Honneth sont pertinentes pour expliquer les conditions sociologiques et économiques de la production de masse des indésirables, selon Balibar, et l'état politique, mais aussi psychologique et subjectif qui découle de ces conditions, qui est aussi le besoin de reconnaissance, selon Honneth, Ogin va préférer une autre méthode pour parler des indésirables. Selon lui, les deux théories, socio-économique d'un côté et reconnaissance de l'autre, ont des limites, comme il dit dans la note 49.
Concernant la théorie de la reconnaissance, déjà il dit il faut dire que l'interprétation de certaines actions individuelles et collectives au moyen de la théorie de la reconnaissance est critiquée parce qu'elle remplace des explications rationnelles fondées sur les intérêts concrets des agents et des groupes par des explications psychologiques obscures fondées sur de vagues questions d'identité. En d'autres termes, en fait, la théorie de la reconnaissance de Honneth a les mêmes problèmes que la théorie de la non-domination chez Philippe Petit lorsqu'elle va faire en fait des spéculations sur la psychologie des dominés. On a vu ça la semaine dernière. Tandis que l'analyse intellectuelle comme Balibar, elle tombe dans le travers opposé. Elle donne un peu l'impression que la production des indésirés n'est pas aussi le produit d'une politique ou d'une idéologie raciste et xénophobe de la part de l'État, mais le fruit de mesures économiques. De son côté, l'explication de la production massive d'indésirables en termes purement économiques est contestée parce qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les phénomènes de racisme et de xénophobie d'État. Ici, en fait, comme Petite, les analyses économiques nous donnent l'impression que les indésirables sont également des dominés, qu'ils subissent une oppression d'un système économique plutôt que d'être la cible d'une persécution concrète avec de réelles intentions de nuire à ces personnes. Ogien dit que les indésirables nous obligent en fait à repenser la liberté comme non-domination pour l'élargir et inclure aussi les mots injustes qui ne sont pas pris en compte par cette théorie. La théorie en fait comme non-domination, certes, est plus large que la liberté comme non-interférence, mais elle s'arrête à l'oppression économique et sociale et du coup, elle néglige un peu le rôle de la persécution et de l'élimination. L'avantage avec les indésirables, c'est qu'ils jettent une lumière sur ces notions occultées dans la liberté comme non-domination. Comme il dit, l'existence des indésirables nous invite en effet à repenser cette notion, dans la mesure où elle oriente notre attention vers la persécution et l'élimination, autant que vers l'oppression économique et sociale. Et ainsi, Ogien trouve que pour qu'une théorie de la liberté soit correcte, elle doit prendre en considération les indésirables. Mais ainsi, elle ne peut pas se contenter de la non-domination. Elle doit donc faire des distinctions entre domination, qui est l'oppression, la servitude, l'exploitation, et la persécution et l'élimination. Donc on doit faire une analyse conceptuelle déjà. Il faut conceptuellement séparer ces trois familles de mots injustes, qui, on le rappelle, constituent de vraies entraves à la liberté. La théorie de la liberté qu'Ogien propose est donc une théorie qui vise à corriger ces mots et nous en protéger, mais sans les confondre. Il admet certes qu'elle est limitée, mais qu'elle est essentielle. Elle doit faire la différence entre oppression, persécution et élimination. C'est à elle qu'on se tourne à présent. Donc cette théorie de la liberté qu'Ogien propose, qui est plus large que la liberté comme non-domination, est pour le rappeler une théorie de la liberté négative. Jusqu'ici on a vu qu'il y a trois manières de concevoir la liberté négative. On a vu soit absence de frustration des désirs, soit non-interférence dans les choix possibles, soit non-domination. Donc chacune répond ou amende la précédente. La note 50 est un article par Petite qui s'appelle « L'instabilité de la liberté comme non-interférence, le cas d'Isaiah Berlin ». Dedans, Petite donne les trois théories et aussi pourquoi en fait il faut les distinguer politiquement. Chacune en fait n'a pas les mêmes conditions institutionnelles requises. Il faut bien des institutions pour réaliser ces libertés. Donc la liberté, selon la liberté qu'on prend, les institutions auront des structures différentes et des ressources surtout différentes. La liberté comme non-domination est la plus exigeante des trois et qui va demander plus de ressources que les autres. Donc il faut bien savoir quel genre de liberté on vise. Déjà, ce sont toutes des libertés négatives. C'est-à-dire, en fait, c'est des libertés par rapport à la volonté d'autrui. Il ne s'agit pas, en fait, de liberté par rapport aux lois naturelles qui nous limitent. Mais les trois libertés conçoivent différemment l'entrave à la liberté par autrui. Il y a la liberté négative comme absence de frustration de désir, c'est-à-dire la liberté est réduite lorsque autrui nous frustre et nous empêche de suivre nos désirs. C'est la théorie de la liberté comme non-frustration. Et ça, c'est la théorie hobbesienne à la base, avec laquelle Berlin, au début, était d'accord. Mais on a vu qu'elle suscite des paradoxes que Berlin a vus et qu'il a vite en fait corrigé en proposant la deuxième théorie qui dit que la liberté est réduite non pas lorsque autrui me frustre dans mes désirs, mais quand il interfère dans mes choix.
Pour rappel, si la liberté est l'absence de frustration de désir, on a deux gros problèmes qui s'ouvrent à nous. Le premier, c'est qu'un homme libre, c'est quelqu'un qui satisfait toujours ses désirs. Or ça, c'est impossible. Être quelqu'un qui ne reconnaît jamais d'obstacle à ses désirs, c'est quelqu'un de très miraculeusement chanceux ou très puissant, quoi. Et le deuxième problème, c'est quelqu'un... en fait, c'est beaucoup plus théorique, c'est que si en fait on n'a pas eu le désir qui nous a été privé, ou qui nous a été empêché, notre liberté n'est pas réduite. Et en d'autres termes, si j'ai deux choix, option A et option B, mais on m'empêche de prendre une des deux options, c'est-à-dire en fait que si je choisis A, autrui va intervenir pour m'en empêcher, mais comme je ne désire pas A, je désire B, du coup, me priver de A ne réduit pas ma liberté. Par conséquent, selon Berlin, dans la conception de Hobbes, c'est qu'on peut toujours être libre en adaptant nos désirs, en fait. Si j'ai désiré A alors qu'autrui va intervenir pour m'en empêcher, il suffit juste que je change mon désir et que je désire B, et voilà, je demeure libre. Un prisonnier donc peut rester libre si tout simplement il adapte ses désirs. Il n'a qu'à désirer ce qui, il n'a qu'à désirer ce qui lui arrive, quoi. En d'autres termes, on n'a qu'à éliminer des désirs qui vont conduire à des interférences. Donc, pour être libre, l'homme en fait le plus libre du monde, il suffit en fait de ne pas avoir de désir tout court, quoi. Donc, c'est clairement un paradoxe. Du coup, Berlin a proposé la liberté comme non-interférence dans les choix possibles. Si on me retire A, même si en fait j'ai jamais désiré A, on a quand même réduit ma liberté. L'interférence n'est pas seulement une interférence dans le désir, dans ce que j'ai voulu faire, mais même dans ce que je n'ai pas la volonté de faire ou désir également. Mais on a vu qu'on ne peut pas réduire la liberté à ça non plus, à l'interférence, puisqu'il y a des dominations sans interférence. Et le fait d'avoir un maître, même s'il n'intervient pas pour me retirer des options, même des options dont on ne veut pas, il a quand même la possibilité de le faire. L'interférence, c'est me priver effectivement des possibilités, tandis que la domination, c'est en fait la possibilité de me priver de possibilités. C'est donc là qu'arrive Petite et propose que la liberté comme non-domination. Il propose que la liberté soit la non-domination en fait. Mais on a vu des problèmes conceptuels que la liberté comme non-domination soulève dans les deux dernières vidéos, notamment avec le terme de non-arbitraire et de la confusion entre servitude, persécution et élimination. J'avais dit aussi avant que Hoggien va introduire un autre critère pour justifier la limite entre liberté et non-liberté. Pour Hoggien, la liberté reste le silence de la loi. On est libre politiquement tant qu'on est dans un espace de permissivité, là où il n'y a ni interdiction par la loi, ni obligation. Il ne s'agit donc pas de soumission à des lois non arbitraires, comme le dit Petit, mais d'un espace où aucune loi ne nous contraint à lui obéir. Liberté et obéissance à la loi ne doivent jamais être confondues. Mais il y a une limite que la loi ne peut pas franchir, sinon elle va injustement réduire notre liberté. Ce critère, c'est le minimalisme éthique, aussi connu sous le principe de non-nuisance. On est libre tant qu'on ne cause pas de tort à autrui, tant que je ne cause pas de préjudice à quelqu'un d'autre, que ce soit par interférence ou par domination ou par invisibilisation, la loi n'a pas à restreindre ma liberté. Et ainsi, Hoggien propose une quatrième façon d'interpréter la liberté négative. Cette quatrième façon s'appelle aussi minimaliste. Selon lui, elle se distingue des trois autres façons par quatre traits en fait. Premièrement, à la différence de la liberté comme absence de frustration des désirs, elle ne se réduit pas à la possibilité de les réaliser sans rencontrer d'obstacles. Dans la version minimaliste, on est libre dans l'espace du permis, c'est-à-dire de ce qui n'est ni obligation ni interdit. Plus cet espace est grand, plus on est libre. Cet espace de permissivité contient ce qu'on désire et aussi ce qu'on ne désire pas, mais qui n'est ni obligatoire ni interdit d'accomplir. Voilà donc, c'est clair, l'absence des frustrations des désirs, à part le paradoxe qu'on a mentionné, implique que si quelqu'un ne satisfait pas tous ses désirs, il n'est pas libre. Il y aurait donc une obligation de satisfaire ses propres désirs, sinon on n'est pas libre. C'est comme si en fait on te donne
un ordre, on te donne en fait une chose à faire si tu veux te considérer libre. Il est étrange déjà d'ordonner à quelqu'un d'être libre. On tombe en fait dans le domaine de l'obligation, alors que normalement la liberté, c'est le domaine de la permissivité. Du coup, le plus correct, c'est de dire que quelqu'un a un espace où il est permis de satisfaire ses désirs, okay, où il est permis de satisfaire ses désirs. Il n'est ni obligé, ni empêché de les faire, et de les satisfaire, quoi. Qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, ça c'est son affaire. Mais la liberté, c'est juste être dans cet espace-là de pouvoir satisfaire tes désirs. C'est donc aussi minimaliste parce qu'elle n'impose que le strict minimum, une permissivité. Mais elle est pour le coup aussi une liberté comme non-interférence, puisque toute interférence peut influencer sur cette permissivité. Si quelqu'un fait une ingérence dans ma vie, et ça me rend en fait incapable de satisfaire mes désirs si je le souhaite, cette ingérence n'est justifiée que si j'ai causé du tort à autrui, ou plutôt si le désir que je cherche à satisfaire, le désir que je cherche à satisfaire, ou que je pourrais satisfaire, implique nécessairement un préjudice à autrui. Si je désire te casser la gueule, ben oui, c'est un désir qu'on doit m'interdire. Mais tant que mes désirs n'impliquent pas de préjudice, aucune interférence n'est justifiée. Du coup, personne ne peut m'empêcher de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas en fait de danger pour autrui. Mais la conception minimaliste de la liberté négative va au-delà de la non-interférence. Elle inclut aussi la non-domination. Elle est plus robuste que la liberté comme non-interférence. La version minimaliste reconnaît la nécessité d'être sensible non seulement aux ingérences effectives des autres dans notre vie, mais aussi à leur ingérence potentielle. Donc là, elle me libère des maîtres en fait. Quelqu'un qui a le pouvoir d'entrer dans ma vie me domine. C'est la définition de la domination chez Petite. La potentialité de l'interférence est un préjudice également selon Augien. La domination est un préjudice, tout simplement. Mais comme on a vu, la non-domination n'est pas suffisante parce que si elle inclut les interférences parmi les mots injustes dont on doit se protéger, elle n'inclut pas toutes sortes d'interférences ou d'interférences potentielles, mais seulement celles qui sont relatives à la servitude. Or, on a vu qu'il y a d'autres interférences, celles que subissent les indésirables, qui sont tout aussi importantes et constituent des entraves à la liberté également. Persécution et élimination sont aussi des mots injustes. Donc la liberté minimaliste doit aussi être plus large que la liberté comme non-domination. C'est le troisième trait. Il dit, troisièmement, son extension est supérieure à celle de la liberté comme non-domination. La version minimaliste affirme explicitement qu'être libre politiquement, c'est non seulement échapper à toutes les formes de servitude, mais aussi être à l'abri de la persécution, de l'exécution, de l'exclusion et de l'élimination, qu'elle soit le fait de l'État ou de la société. Voilà, et enfin le dernier trait, c'est qu'elle arrive à justifier la non-interférence et la non-domination sans devoir faire la moindre concession à la liberté positive. Elle est donc moins exigeante et a moins de notions et de concepts paradoxaux que la liberté positive et atteint les mêmes, voire de meilleurs résultats. Elle ne contient aucun élément emprunté à l'idée de liberté positive, c'est ce qui sépare le plus la conception minimaliste de la liberté de la théorie de la liberté comme non-domination. Donc voilà, la liberté comme non-nuisance, on peut l'appeler comme ça, ou bien la liberté minimaliste, elle reste une liberté négative et fonctionne très bien, mieux que la liberté comme non-domination. Et ça va être cette liberté-là, ce genre de liberté minimaliste, que Augien va défendre à travers le reste du bouquin. Voilà pour ce troisième chapitre, de domination et persécution. La semaine prochaine, donc, on va passer au chapitre d'après, le quatrième chapitre, qui s'appelle l'importance de la liberté de se nuire à soi-même. Et donc ça, c'est en fait le chapitre qui dit que on doit aussi avoir la liberté de se nuire, si on veut. On peut faire ce qu'on veut de soi-même, et donc on va voir comment est-ce qu'il va justifier ça, parce que vous allez voir, ça va pas être avec le fameux argument de mon corps c'est ma propriété et tout ça, ça va être à travers un autre argument, parce qu'on va voir aussi que l'argument de je fais ce que je veux de mon propre corps parce que
c'est à moi, il n'est pas si évident que ça, il n'est pas si pertinent que ça, et donc du coup on va proposer un autre argument. Donc du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Comme d'hab, le petit commentaire, le petit pouce bleu, abonnez-vous et tout ça, et je vous dis à la semaine prochaine, chers camarades, pour le 4e chapitre de l'État nouveau.